Une intro tout en sobriété pour ce podcast Frankenstein, aussi connu sous le nom de Frankencast. Le 7e épisode de la formule Footrack naît de l'esprit malade de Thomas Munier, qui réussit à sortir avant même le 6e épisode en cours de montage chez Dyson Click. Mais pourquoi pas après tout, ces voix sont impénétrables. Tant qu'à faire, cet épisode est aussi une hérésie, car il n'a pas été précédé d'un appel aux contributions, comme c'est la coutume. En effet, alors que je rôdais du côté de l'Octogone, je me suis dit que l'occasion était trop belle pour un micro-trottoir au débeauté. Ainsi, un certain public a répondu à la question brûlante suivante. De quelle œuvre de fiction rêves-tu l'adaptation en JDR ? Dis-moi, Bastien Akritarch, Wotoz, quelle œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, aimerais-tu voir déclinée sous la forme d'un jeu de rôle ? Alors c'est une question un peu difficile parce que moi je suis très fort dans l'improvisation en termes de ce que j'aime maîtriser, donc c'est pas facile à répondre, mais voilà, comme ça sur le débeauté, je dirais une série qui m'a beaucoup plu dernièrement, c'est Sense8, je crois que c'était sur Netflix. Et donc voilà, j'imaginerais bien un jeu de rôle autour de ça parce que c'est vraiment ce que j'ai bien aimé dans ce truc-là, c'était tous les émotions qui étaient très mises en avant dans cette série. Sense8 qui, rappelons-le, est l'histoire d'un cercle de 8 personnes, il me semble, qui se voient soudain du jour au lendemain en train de partager un peu les émotions, les expériences, comme s'ils pouvaient passer l'un dans la peau de l'autre, et ainsi de suite. Et naturellement, il y a des antagonistes qui n'aiment pas les gens différents et qui entendent les mettre sous clé et les empêcher d'exister. Et du coup, je rebondis en te demandant, as-tu déjà entendu parler du jeu, en espérant que ce soit vraiment son nom, si c'est pas le cas, je l'éditerai en post-prod, Headspace, un jeu propulsé par l'Apocalypse qui propose justement à différents personnages un petit peu engagés de faire des missions et tout en partageant totalement les émotions et expériences des autres. As-tu entendu parler de ce jeu ? Alors oui, je connais bien le jeu en fait, Headspace c'est quand même plus cyberpunk que Sense8 qui est vraiment ancré dans notre monde, et c'est là aussi que moi je trouve ça intéressant par rapport à Sense8, c'est parce que justement on explore les sentiments dans notre monde. Il n'y a pas de fantastique ou très peu de fantastique à part la capacité d'échanger ses émotions qu'ont les personnages, et ce qui est intéressant c'est que ça nous ancre dans notre monde et donc on explore les sentiments dans notre monde, et ce que moi j'aime bien c'est le fait qu'on regarde l'exploration des sentiments, comment est-ce qu'on les partage, comment est-ce qu'on les exprime, comment est-ce qu'on les vit, et donc c'est ça qui est intéressant dans ce jeu là, plutôt que de faire des actions d'éclat comme on fait d'habitude dans le jeu de rôle. Là on gère plutôt les sentiments de son personnage. Voilà. Donc tu cherches un jeu carrément intimiste, d'aucuns diraient narrativo-vegan. Ouais, mais moi j'aime bien le narrativo-vegan. Et oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de faire un Sense8 RPG, c'est un jeu de rôle qui va permettre de développer l'intelligence émotionnelle des joueurs autour de la table. Et je pense que notre monde en a besoin et ce serait une bonne chose d'avoir ce jeu de rôle-là. C'est beau, ça fait battre mon cœur. Espérons que je l'ai inspiré un auteur et qu'un beau jour ce jeu existera, si tu ne t'en charges pas. Voilà, surtout qu'en plus ça permettra de mettre plein de drama dedans. Et t'adores ça, le drama. Oh oui. Merci Bastien, à la prochaine. Ciao. Mais qui voici, on dirait Julien Poire, auteur de Tour de garde, de Mauvais rêves, et bientôt non, c'est pas Glow, c'est... Glorieuse. Ah, Glorieuse. J'ai une question pour toi. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu aimerais voir déclinée en jeu de rôle, et qu'est-ce que tu aimerais trouver, en admettant qu'elle n'existe pas déjà ? Alors évidemment, il y en a des tonnes. La première qui me vient en tête, alors c'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément... La première qui me vient en tête, c'est la série du Commonwealth de Peter Hamilton, qui est une série de SF assez formidable, qui se décline sur des milliers d'années, et qui est une sorte de SF un peu moderne, même si maintenant ça commence à dater, qui trempe dans le transhumanisme, dans la modification de l'humain, la manipulation de la mémoire, des personnalités artificielles, etc. Et un jeu qui me proposerait du Hamilton avec un peu de Greg Egan, côté hard science, sur le côté comme la cité des permutants et ce genre de choses, je serais hyper fan. Le seul souci que j'ai, c'est que les jeux qui vont proposer des choses qui ressemblent, comme Eclipse Phase, qui propose un truc qui ressemble, c'est trop technique, il y a trop de systèmes lourds pour moi. Et donc voilà ce qu'il me faudrait, moi. Donc un Eclipse Phase moins crunchy. Pas exactement, c'est une SF qui est dans l'anticipation technologique relativement réaliste, ça dépend des bouquins, mais relativement réaliste, et qui part sur ces postulats technologiques avec des avancées scientifiques modernes, et qui explore les conséquences sociales, et qui te permettent de jouer dans de la SF qui n'est pas du space-up, même si ça s'en rapproche, qui n'est pas du cyberpunk, et qui est une espèce de... qui n'est pas non plus dans la dystopie. Et c'est ça un peu que je recherche, quoi. Voilà. T'as Mindjammer aussi qui peut aller un peu dans cette direction-là. Parce que
Par défaut, je me disais que tu parlais juste d'univers, et dans ce cas, n'importe quelle mécanique de résolution ferait la blague, mais on dirait que c'est un peu plus que ça. Alors évidemment, dans la série de bouquins, tu n'as pas de mécanique particulière, hein. Même s'il y a des choses que tu peux transposer en mécanique de façon très intéressante, comme une partie de l'humanité qui vit dans une économie post-monétaire et qui fait justement à essayer de mettre en place des mécaniques pour ça, qui sont plutôt intéressantes, et qui fait ce qui existe en version Fate aussi, donc beaucoup plus légère. Mais ouais, j'aimerais quelque chose qui soit aussi intéressant du point de vue univers, donc l'adaptation de l'œuvre, mais qui apporte quelque chose au point de vue système. Qui soit pas juste le plaquage d'un univers sur n'importe quelle règle qui existe, parce que ça, à la limite, je le fais moi-même et je fais ma campagne à la maison et je suis satisfait. Mais du coup, ce flou artistique de règles fantasmées, c'est surprenez-moi, ou t'as vraiment un embryon d'idée de ce que t'aimerais trouver? Alors là, comme ça, à dépourvu, non. J'ai pas d'idée particulière. Le côté surprenez-moi me plaît bien, parce que justement, avoir des règles qui sont innovantes, inhabituelles, mais utilisables, c'est bien, parce que c'est des nouvelles idées. Et moi, j'ai envie d'avoir un univers de SF qui exploite de nouvelles idées qu'on voit pas souvent en SF de jeu de rôle, et qui me donne de nouvelles idées au niveau règles aussi. Alors, si le Père Noël m'écoute, ouais. Hein, Ouais, auditeur, à vos plumes et bon courage. Voilà, absolument. Bon, et en vrai, je travaille sur un jeu qui ressemble à ça, mais chut. Oh, l'autre, comment qu'il prépare le terrain. J'ai devant moi Monsieur John Doe, Emmanuel Garby, donc co-auteur de Hollywood, de Exil. Oh, Exil. Pour ne citer que, et je vais lui poser la même question qu'au comparse qui lui fait face. Sans aucune hésitation, l'univers de Leiji Matsumoto. Donc on connaît Albator, bien sûr, mais en fait c'était plus large, l'idée était plus large, hein, vraiment, c'était de faire quelque chose. Si vous connaissez un peu Leiji, vous savez qu'en fait toutes ces séries sont liées dans une espèce de méta-univers avec cette idée de boucle temporelle. Galaxy Express 999. Aussi Maytel et tout ça. Et donc voilà, l'idée c'était de faire quelque chose qui ne se limite pas à Albator, le jeu de rôle, parce qu'on trouvait ça un peu réducteur, mais c'était vraiment d'aller explorer l'univers de Leiji Matsumoto, et puis on fantasmait des choses, des gens qui errent un petit peu dans l'espace et dans le temps, qui croisent peut-être plusieurs versions d'eux-mêmes, enfin, etc. Et en fait on a décidé de le concrétiser, ça. Donc on a écrit un bout de papier avec deux copains, et puis on a rencontré quelqu'un qui connaissait le secrétaire particulier de Leiji Matsumoto. Donc on a fait traduire ce bout de papier en japonais, et on a une magnifique photo de Monsieur Matsumoto qui tient notre projet entre les mains. Non, mais Dieu, c'est vrai. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Oh, elle Voilà, est tellement triste cette histoire. Malheureusement, ça n'a pas été plus loin pour d'innombrables raisons. C'est très compliqué au niveau des droits. Lui-même avait des soucis pour nous donner les droits. C'est quand même dingue, hein, quand ton œuvre échappe à son propre auteur. Voilà, et ça reste un souvenir doux amer, à la fois cher à notre cœur, parce que c'est quelque chose auquel on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, et puis ça reste une espèce de fantasme comme ça, qui gagne presque à ne pas s'être concrétisé, quoi. On s'est dit que peut-être si on avait été jusqu'au bout à un moment, le fait de passer par toutes les étapes classiques d'un projet, etc., aurait peut-être un peu défloré l'idée. Finalement, ça reste une belle chose comme ça, en devenir presque fractal. Voilà. Un beau rêve, hein, intouchable. Mais du coup, tu as quand même dit le mot défloré. Est-ce que ça veut dire qu'en limant les numéros de série, ça serait quand même pas la même chose? Non, c'est sûr que ça aurait été... c'est clair. Ça aurait été sans doute un beau projet. Ouais, Je sais pas si tu as vu les étoiles dans ma prunelle, là. Tu me surpris, quoi. Ben voilà, mais malheureusement, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors on a eu un très très gentil message de Leiji qui nous a dit développez quand même votre jeu et amusez-vous bien. C'était son message. Et du coup, est-ce qu'il y aurait justement quelque chose d'absolument unique, comme Monsieur Poire et Tavid, en termes de mécanique? Je t'avoue qu'on n'avait pas encore été jusque-là. D'accord. On n'avait pas encore été jusque-là. Si ce n'est peut-être qu'on avait commencé à réfléchir autour de cette idée de boucle temporelle, hein, de fait d'avoir le temps qui se referme sur soi-même. Je crois d'ailleurs que c'était même le titre qu'on avait retenu pour le jeu. Je crois que Leiji appelle ça Tokinowa dans ses œuvres, l'espèce de fait que tu as plusieurs versions d'Albator par exemple qui vivent la même histoire, qui rencontrent plusieurs fois Toshiro dans des voilà. Et donc il appelle ça Tokinowa, et on voulait appeler le jeu Tokinowa. Comment s'appelait la série western? Frontière, quelque chose comme ça. Gun Frontier. Gun Frontier. Et il y avait aussi The Cockpit, toujours, où il y a toujours Toshiro et Harlock qui se croisent, ouais. Exactement. Ok. Oh, c'est dingue, je m'attendais tellement à tout sauf à ce genre de réponse. C'est génial. Merci beaucoup. Ah, j'ai voyagé là. À bientôt. À bientôt, salut. Les combats sans merci qui se livrent dans l'univers endurcissent le cœur de ceux qui y participent.
Pourtant, le cœur de l'un de ses héros bat pour celle qu'il aime plus que la vie. Un de ces jours. Et celle pour laquelle bat son cœur risque tous les jours sa vie pour débarrasser l'univers des tyrans humanoïdes, tout comme le font Albator et son équipage. Donc Julien Rottweiler, qui n'est pas Ino, c'est cela. J'ai une question pour toi. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu aimerais bien voir déclinée en jeu de rôle? Moi j'aimerais bien trouver un jour une adaptation de Borderlands, de la série de jeux vidéo, en jeu de rôle, parce qu'il y a absolument tout, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a des persos en couleur, il y a un univers déconne, qui est bourré de choses. Au fur et à mesure, on en est à quoi, 4-5 jeux en comptant le jeu d'aventure, on commence à avoir un lore qui est assez impressionnant. Et il y a franchement de quoi jouer dedans. Même les persos du jeu vidéo ne seront pas si écrasants que ça, ce qui peut être le problème dans des thématiques d'adaptation, mais là non. Franchement, je pense que ça peut carrément marcher. Mais du coup, un jeu de bottage de cul aussi décomplexé et déconnant, il n'y aurait pas un système générique, le mot est lâché, qui ferait la blague? Ou un jeu déjà dans le commerce que tu pourrais reskiner, qui ferait le boulot? Alors, j'ai plus 750 heures par semaine pour faire le boulot, justement, de reskinage. Donc j'aimerais bien avoir un truc qui le fait comme ça, out of the box, directement. Pour l'instant, le seul jeu sur le marché qui fonctionne, après je l'ai pas lu en entier, mais qui fonctionnerait théoriquement là-dessus, c'est La Frontière, là, qui a sorti le Grumpf dans sa collection Chibi. Le jeu de latte et de loot, là, comme il le définit, qui correspond à 80-85% du pitch. Eh ben, en piste. Ouais, j'ai plus le temps. Vu que c'est des jeux qui te passionnent et que ça fait un bout de temps que tu les bouffes, tu penses pas vraiment pouvoir mener justement The Frontier au débeauté et réussir à restituer l'ambiance de Borderlands? T'as vraiment besoin d'avoir des tableaux avec les noms d'armes, le bestiaire entre guillemets? Alors en fait, je pense pas que ce soit une question l'ambiance en fait, elle peut sortir assez vite. L'univers après, il y a quand même des choses à droite et à gauche dans Borderlands qui sont... Je sais pas si c'est géré dans La Frontière en fait. Typiquement la prévalence des technos de résurrection, qui sont un élément de gameplay mais qui est justifié dans la fiction. Le fait que tu puisses crever et avoir une sauvegarde de toi qui revient en permanence, c'est à moitié accepté dans la fiction du jeu. Ça typiquement, je sais pas si La Frontière le gère de manière ludique ou le gère tout court. Pareil, la mécanique de jeu à base de boucliers, je sais pas si ça se fait. Et au-delà de ça, je sais pas si on a suffisamment de variété en termes de perso. J'ai l'impression que c'est surtout beaucoup de classes qui vont servir à cartonner des trucs. Avec les aspects un peu mystiques, un peu magiques de Borderlands, je sais pas s'ils sont gérés. Peut-être que je me plante, j'ai à peine survolé le jeu. Ça fait partie de ces dizaines de jeux qui sont sur ma bibliothèque en attendant d'être ouverts déjà. On parle même pas de lui, on parle d'être ouvert déjà. Et donc voilà, je sais pas. John Grumpf, du coup, si tu nous écoutes, vraiment tu fais ça sur un coin de table et tu feras à quelqu'un qui n'est pas Ino, tu le rendras ravi. Et je pense que je serai pas le seul. Vraisemblablement. Quand soudain, Monsieur Tolcraft te Casusno. Alors moi, ce que j'aimerais bien voir adapté en jeu de rôle, c'est tout l'univers du Balag, qui est écrit par China Miéville et qui est développé dans ses livres Perdido Street Station, Le Concile de Fer, Les Scarifiés. C'est tout un univers de weird fantasy très weird, très étrange, où on peut jouer des hommes cactus, des hommes oiseaux, des femmes moustiques, plein de monstres chelous. Et c'est un univers qui est vraiment très développé déjà dans les bouquins qu'il a écrits, et qui permet vraiment d'enflammer l'imaginaire et qui offre énormément de possibilités, parce qu'il y a tout un versant politique également qui est développé dans les bouquins, un versant sur les sociétés, les sociétés secrètes, également un versant corporatiste et humaniste. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui serait intéressant. Je sais qu'il y a un projet là-dessus qui est en cours, qui avance vagouille. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'est un truc qui me botterait, quoi. Est-ce que dans un monde parallèle, Batronoban s'est attelé à la tâche? Aucune idée, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi, c'est l'homme cactus qui m'a fait tilter. Ah ouais, c'est vrai que Batro pourrait bien se mettre là-dessus, ouais, c'est peut-être son truc. Faudrait lui demander s'il connaît les bouquins. Il faut que j'arrête de bafouiller. Si tu réussissais à avoir un tel ouvrage entre les mains, quand tu l'ouvrirais, qu'est-ce que tu espérais trouver dedans? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur la fiche de perso, par exemple?
Sur la fiche de perso, je sais pas trop. Moi, ce que je veux dans le bouquin, c'est plein d'illustrations sublimes qui reflètent tout ce qu'on imagine lorsqu'on lit ces bouquins. Mieville a un univers bien à lui, avec ça ressemble à rien d'autre, quoi. Des personnages complètement barrés, des hommes-machines reconstruits, toute une société bâtie là-dessus. Et voilà, vraiment un bouquin superbement illustré qui permet vraiment une porte d'entrée sur cet univers. Pour le faire découvrir à plus de monde, parce que ça a souvent tendance à être des gros pavés. Ouais, toi tu veux du lore, quoi. Tu veux vraiment un beau bouquin qui dépeint toutes les strates de l'œuvre. Ouais, du truc qui te fasse voyager à la simple lecture, tu vois. Du truc qui fasse rêver. Après, le système de règles et tout ça, on s'en moque. C'est pas le principal quand tu joues à un jeu comme ça, qui t'emmène à droite, à gauche, qui te fait voyager sur des contrées inconnues, avec des gens inconnus, des races inconnues, des peuples inconnus. Toi, tu veux 2 quintaux de papier, quoi. Pas forcément un truc ultra gros, mais vraiment un truc, quasiment un artbook qui te permette de jouer, tu vois. C'est ce que j'aimerais sur cet univers-là. Ouais. Merci pour cette réponse, ça laisse songeur. Guillaume Jantaet, auteur de Milky Monster, j'ai une question pour toi. Quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu aimerais voir adaptée en jeu de rôle? Que ce soit un roman, une série de télé, un jeu vidéo, ce qui est assez courant de nos jours. Oh, la question qui tue. Là, le premier truc qui me vient, je ne sais pas dans quelle mesure c'est adaptable en jeu de rôle. Tous médias confondus, l'œuvre de fiction qui m'a le plus chamboulé de ma vie, c'est Brasil de Terry Gilliam. Oh la vache. Voilà, parce que je pense que je l'ai vu quand j'avais 18 ans. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, quand j'ai vu le film, j'ai eu l'impression qu'il parlait de moi. De ce personnage qui trouve pas sa place dans un monde qui est fou et qui trouve comme solution de devenir plus fou que ce monde-là pour arriver à vivre. Alors je pige totalement pour ta passion pour cette œuvre, mais du coup, c'est pas parce que tu l'aimes de toutes tes forces que tu as peut-être le besoin de vivre ça sur une tablette de jeu. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est super intéressant à travailler là-dessus. C'est comment créer un jeu où les personnages, pour arriver à survivre dans un monde difficile, s'inventent un monde fou, de rêve, et puissent s'échapper. L'histoire du film, c'est ça, c'est que le personnage, il arrive à s'échapper en devenant fou. Et du coup, on peut regarder le film en disant, en fait, ça se finit mal, à la fin, ils l'ont eu, et puis il a pété un câble, alors qu'en fait, pour moi, c'est un film qui se finit bien parce que c'est une fable où, en fait, il nous raconte que si on arrive à s'inventer des rêves et à se créer, on peut se créer le monde dans lequel on s'échappe et on arrive à résister à la réalité si elle est oppressante. Et comment créer un jeu qui travaille sur ces 2 niveaux, où tu as un niveau où le personnage est là matériellement et peut être dans un milieu oppressant, et un niveau qui est plus onirique, où grâce à ce monde onirique, il arrive à trouver de la ressource pour après vivre dans ce monde oppressant. Ça peut faire quelque chose qui peut être, sans que ça soit Brasil, mais ça peut être quelque chose qui peut être peut-être intéressant à travailler, et je suis pas sûr que ça existe. C'est clair, c'est hyper poétique et j'en connais pas mal du côté des courants que ça inspirerait beaucoup. T'as déjà une piste comme ça, quelque chose que tu t'attendrais à trouver si ce bouquin, pouf, apparaissait là, tout droit sorti d'une bibliothèque parallèle? Non, j'ai pas du tout de piste, j'ai pas du tout d'idée de mécaniquement comment ça pourrait fonctionner. Pas même une idée exotique que tu trouverais sur la fiche de perso, en admettant qu'il y en a une? Bah déjà, si on travaille sur cette idée d'avoir 2 mondes, un monde onirique et un monde réaliste, dans lequel on peut passer de l'un à l'autre, ce qui pourrait avoir intéressant, c'est d'avoir une fiche qui soit réversible, et que suivant, quand on passe de l'un à l'autre, on retourne sa fiche et on n'est plus tout à fait dans le même monde, le même personnage. Parce que le personnage de Lauri, dans Brasil, quand il est dans Brasil, quand il est dans son monde, c'est un comptable timide, et quand il est dans ses rêves, c'est un mec avec une armure, des ailes et une épée magique. Je crois qu'il faudrait que tu jettes un œil à une déclinaison de Rhapsody of Blood, dont je ne connais plus le nom, qui a un petit côté Shin Megami Tensei, où les fiches de perso, tu en as vraiment 2. D'un côté, tu as le Monsieur Tout-le-Monde qui vit sa vie de Monsieur Tout-le-Monde de tous les jours, avec des moves vraiment très quotidiens, etc. Et à côté de ça, une sorte d'alter ego fantasmé, supernaturel, quoi. Un petit peu comme les stands de Jojo, mais vraiment qui joue sur 2 tableaux, quoi. Et ouais, je me dis que ça pourrait peut-être faire un déclic à sa lecture, faut voir. Et sinon, il y a une autre piste, mais pour l'instant qui me trotte dans la tête, mais pour autre chose, qui est de jouer avec un système où tu lances 2 dés, qui, si on prend par exemple, il y a un dé réaliste et un dé onirique, et qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu choisis quel dé tu utilises, et du coup, de quel côté tu t'ancres le plus.
pour être à chaque fois dans un choix. Est-ce que tu choisis parce que tu préfères absolument suivre cette voie-là quitte à rater, ou est-ce que tu choisis parce que tu veux absolument réussir et du coup tu vas plus dans une voie que l'autre? Est-ce que tu es en train de me dire que par exemple on est en train de faire un jet de dés parce que ton chevalier en armure éblouissante se trouve face à un obstacle, devant une sorte de dragon, sauf qu'au final tu choisis le dé réaliste et soudainement dès l'instant où tu t'en saisis, tu as l'univers qui se brouille, le dragon qui se tasse jusqu'à devenir une sorte de bureaucrate qui est simplement ton supérieur hiérarchique, et tu réussis à esquiver une énième nuit de crunch d'heures supplémentaires parce que tu as pris ce dé-là. Le fameux formulaire 27B-6. D'accord. Et dès la scène suivante, tu es à nouveau dans l'armure brillante, et juste le dragon a disparu et tu es passé dans la pièce suivante. D'accord. Intéressant. Et peut-être que ça inspire à quelqu'un. Tu devrais te dépêcher de déposer l'idée parce que... j'en ai d'autres à travailler avant. Okay. Là, j'ai pas mal de trucs sous le coude qu'il faut vraiment que je trouve le temps. Donc merci beaucoup Guillaume, là j'ai voyagé aussi. À la prochaine. Allô? Allô? Sam? Mais où êtes-vous? Allô? Quoi? Il est 11h, je vous dis. Monsieur Kurtzman? Oui. Vous dormez pas? 11h du matin. Ah oui? Il y a 3 ans de cela, j'étais assis comme un miséreux dans un coin au-delà du dragon, et un étrange duo, un père et son fils, se sont penchés vers moi et m'ont abreuvé en disant « On aime bien ce que vous faites ». Et du coup, au détour d'une convention, je les croise. Et donc ils répondent au doux nom de Fred et Benji. Bon, on va commencer par l'ancien. Eh bien, après une vive réflexion, John Wick RPG me passionnerait. John Wick, on ne parle pas de l'auteur de jeux indés, on parle de l'homme qui tue des hommes qui ont tué son chien ou qui lui ont fait quoi que ce soit tel que le regarder de travers. Avec un livre, éventuellement, avec un crayon, des œuvres pour le coup, enfin des instruments qui permettent d'écrire mais aussi de tuer. Il y a un certain lyrisme dans John Wick et surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est comment se développe l'univers au travers de cette œuvre de fiction. Tu n'es pas uniquement intéressé par l'idée de tuer ton prochain avec beaucoup de vivacité et de classitude, il y a aussi le lore, tout ce côté de presque Assassin's Creed moderne avec toute cette hiérarchie d'assassins, avec leur passe-droit, leur zone... L'hôtel Continental qui est quelque part un lieu de villégiature mais un lieu de protection, un sanctuaire dirais-je, ce Winston mystérieux, tous ces personnages, cette référence qui est totalement impropre à Matrix car les acteurs font partie de Matrix, mais également le réalisateur était juste la doublure de John Wick, de Neo à l'époque, ce qui explique les liens entre le réalisateur et Keanu Reeves. 2D6 Plus Cool est une émission culturelle. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation, c'est juste deux potes qui travaillent sur un projet ensemble et qui font des petites références comme nous-mêmes, on est capable de le faire. Oui, le lore, et éventuellement un système de jeu pour bien tuer son prochain avec un crayon et un livre. D'accord. Il y avait Hollow Point qui m'a traversé l'esprit où vraiment tu joues des tueurs... Il y a vraiment je veux dire, le bouquin est tout en rouge et noir et il y a vraiment une sorte de brutalité intense qui se dégage de l'ouvrage. Je me demande si ça pourrait faire la blague pour obtenir ce que tu désires. Peut-être, je ne sais guère. En tout cas, il y a également le jeu de vidéo Super Hot. Oui, alors en bullet time et tout. Voilà, exactement, qui est déjà une adaptation, on va dire, marginale, mais intéressante de John Wick peut-être, outre le lore. Et un système de jeu qui pourrait me surprendre, j'aimerais bien. Ok. Imaginons que tu es dans un monde parallèle et que tu puisses arracher un tel ouvrage en vitrine qui existe vraiment, John Wick The RPG. Qu'est-ce que tu aimerais trouver dedans? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans le sommaire? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans la fiche de perso? Une déclaration d'amour. Je comprends. C'est une excellente réponse. Terminé. Merci à toi, Volsung. Merci pour ce témoignage. Je fais volte-face et je braque cet appareil en direction de son fils, qui lui a sans doute une réponse tout autre. Moi, je serais plutôt intéressée par un Dr Stone à base de survie et vraiment devoir survivre en pleine nature et pas oublier les besoins fondamentaux pour ne pas mourir. Dr Stone étant un shonen moderne pour les plus âgés qui seraient restés à Dragon Ball. Même question qu'avec ton paternel. Qu'est-ce que tu espérais trouver en un tel ouvrage? Qu'est-ce que tu t'attends à trouver sur la fiche de perso? Des chapitres particuliers? Ce qui serait bien, c'est que les points d'expérience seraient donnés à force de remonter les époques. Et plus on augmente dans la civilisation, plus on gagnerait des niveaux. Mes lacunes sur l'ouvrage m'empêchent d'avoir une vue d'ensemble. Est-ce que Bravo pour tes podcasts. Merci. Et de deux. Mais on devrait lui courir après.
Et du coup, si un jeu de rôle existait, toi t'aimerais quoi? T'aimerais voler dans cet univers-là et tenter de survivre, tenter de crafter tes propres trucs? C'est ça. Un peu à la Minecraft, ce qui serait super bien. Une sorte de mode survie à l'état pur. Dans la forêt et faire ce qu'on veut. Du coup, est-ce que tu imagines quelque part un arbre de technologie avec des trucs à débloquer Bah c'est ça, par exemple, c'est bon, on a rétabli la poterie, je te passe un niveau en poterie ou un truc dans le genre. Ok. Je remercie du coup le père et les fils qui m'ont donné vraiment un témoignage aussi opposé qui peut l'être et en plus qui est assez passionnant. Merci Volsung, bonne continuation. On va tâcher. Merci gros Dieu tout-puissant. Oh, il faut que j'aille me changer. Puis moi les 10 os comme on avait dit. Oui. Au hasard des rues, j'ai croisé un certain de sinistre mémoire. Le maths, ça suffit, le maths. Et je vais lui poser une question en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'il va me répondre. Dis-moi, quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu rêverais de voir décliner en jeu de rôle? Il y a beaucoup d'œuvres de fiction que j'aimerais bien voir décliner en œuvres de jeu de rôle. Ah oui, c'est pas comme si tu bossais sur l'une d'entre elles? Oui, mais ça c'est autre chose. Tu es sûr que tu ne veux pas l'évoquer? Écoute, c'est vrai que j'aimerais bien voir le Baron de Munchausen réalisé en jeu de rôle, en PBTA. Ça alors les bras m'en tombent. Bah oui, bon, et c'est sûr que je bosse dessus, mais là n'est pas la question. Je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant d'adapter une sorte d'underdog inadaptable. Mais quoi donc? Les Chevaliers du Zodiaque. Les quoi? Les Saint Seiya. Oh mon Dieu! Mais en PBTA. Pourquoi? Parce que dans Saint Seiya, le combat n'est pas du tout le centre de l'histoire. On s'en fout complètement du combat dans Saint Seiya. Ce qui est important dans Saint Seiya, c'est quand le mec a des flashbacks, se souvient, se rappelle, et toute l'histoire elle est là. Et je pense qu'il faudrait trouver un système en PBTA où les personnages n'arrêtent pas d'avoir... En fait, le combat, il est entrecoupé tout le temps dans Saint Seiya. Il passe, genre un coup de poing et après, c'est 12 000 heures de « Oh mon Dieu, je me souviens, mon frère, manana, les anecdotes... » As-tu déjà entendu parler de Sombre Héros? Je ne connais pas Sombre Héros. Je ne sais plus qui a écrit ce jeu, je crois que c'est Vivien Fasson. Mais dans Sombre Héros, tu peux faire du Ken le Survivant ou du Saint Seiya, mais il y a un côté très Ken le Survivant, où en fait, tu accumules des points de souffrance en mettant en avant des flashbacks ou le fait de te faire tabasser à la tête ou de voir ton meilleur ami qui meurt sous tes yeux. Et donc si tu as assez de points de souffrance, tu craques ta chemise et tu gagnes quoi, tu vois. Et dans Saint Seiya, c'est un peu pareil aussi. Mais tu vois, tu as un côté one shot, hein. T'es pas là pour faire tout le story arc Asgard, les 12 maisons. Mais j'imagine un truc rigolo de ça, t'as Saint Seiya avec des flashbacks, mais des flashbacks dans les flashbacks et que tu te la joues mille et une nuits, c'est avec des trucs dans les pour remonter. Inception. Alors, voilà, ça fait peut-être un petit peu gimmick. Et je me dis que si on devait faire Saint Seiya en PBTA, il faudrait que ça se passe majoritairement avec des trucs qui se passent en flashback. Et en fait, le combat, il faut pas faire un truc tactical avec combien d'options de combat tu mets. En fait, on s'en fout quoi. Parce que techniquement, dans le chevalier, ils mettent un pain et c'est fini. Et après, je suis d'accord. Après, tout le reste, en fait, c'est les souvenirs. Il faudrait les rendre plus intéressants que Yoga qui passe son temps à chialer sur sa mère qui va mourir. Mais on pourrait faire des trucs sympas. Mais comment éviter du coup que ce soit un peu trop redondant après? C'est une bonne question, j'en sais rien. Je te dis pas que c'est la perfection. Tu m'as posé une question, je te réponds comme ça, to the go. Mais pourquoi du PBTA sinon, indépendamment de notre grand amour pour cette gamme? Parce que là, très spécifiquement, c'est pour du drama. Le but, c'est de raconter une histoire, puisqu'en fait, l'objectif du combat, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est tout le drama qu'il y a derrière. Pourquoi ces deux personnes veulent s'entretuer? Et tu trouves que le PBTA est particulièrement adapté pour faire du drama? Je trouve que c'est bien pour faire du drama, puisque c'est des mécaniques qui font avancer l'histoire et qu'il n'y a aucune notion de technique ou de tactique, qui est très bien par ailleurs, mais là, ça c'est pas le centre du jeu. Je vois, quel plaidoyer brillant. Merci. Mais bon, après, il y a plein d'autres choses à adapter, plein de trucs cool. Mais c'est vrai que les univers de jeux de rôle ont tendance un peu à toujours tourner autour des mêmes choses. Et je vais entre guillemets prêcher par ma paroisse parce que c'est ce que je fais dans le jeu sur lequel je bosse, mais ce serait bien de le voir dans plein d'autres jeux. Et par exemple, Olivier Legrand le fait dans Pass of the Healer, et ça c'est très bien. Des jeux où il n'y a pas de combat ou alors il n'y a pas de PV. C'est-à-dire les jeux où il y a du PV et du combat, de ce genre d'opposition, il y en a plein et plein de super. Donjon Dragon le premier, hein, pas de problème. Non, mais je pense qu'il y a des milliards d'histoires à raconter quand tu retires le combat et qu'est-ce que tu fais. Donc Pass of the Healer de Legrand a l'air de faire ça. J'ai pas encore joué, mais on est très motivé, c'est cool. Mais ne serait-ce que je retirais les PV dans un jeu, ce que moi j'ai fait dans le mien, mais ce que je suis prêt à recevoir dans d'autres. Quand il n'y a plus de PV, que c'est pas le but de mourir qui compte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on raconte. Et je pense qu'il y a plein d'histoires géniales qu'on va découvrir quand on va retirer ces éléments qui ont l'air d'être les veaux sacrés du jeu de rôle et qui sont très bien par ailleurs, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour chercher des choses autres. Il est très militant ton témoignage, c'est beau. Merci. Bon,
sinon j'ai amené la petite enveloppe pour la burst, hein. Tu charges, donc tu fais les parts de chacun. D'accord. Et écoute, moi je t'ai vendu 2, t'as 2 gars qui vont jouer avec toi, donc c'est moi qui prends les coms, je leur donnerai une petite part de cette belle enveloppe. Ouais, mais je vais les payer séparément pour qu'ils réalisent pas qu'ils sont pas payés pareil. Voilà, mais c'est moi qui vais les payer, parce que c'est à moi que tu donnes l'enveloppe. Ok. Belle enveloppe. Tu peux te moquer de moi autant que tu le voudras, mais je me battrai jusqu'au dernier souffle pour sauver Athéna, car tel est le devoir de tous les chevaliers, et ma vie n'a pas d'importance par rapport à elle. Tu as l'inconscience de la jeunesse, et puisque tu tiens tellement à elle, tu l'accompagneras au royaume des morts. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Essaie d'éviter le météore de Pégase. C'est trop facile, mais le moment est venu d'en finir. Et toi, qui es-tu? Je suis Kat, je suis rôliste et géniste depuis 15 ans, au moins. Et sinon, je suis illustratrice. Mais ta voix m'est familière. Sans blague. Coucou mon cœur. Coucou mon cœur, on va le laisser celui-là, c'est très intime quand même. Ça donnerait une petite touche de tendresse. Ok, on va le laisser. Là comme ça, par contre, peut-être Read or Die, qui est un vieux manga. Je crois qu'il était en 3 épisodes. Il était très sympa. C'était un univers 19e steampunk. Et c'était une sorte de société secrète de gens qui avaient des pouvoirs spéciaux, un peu comme les X-Men. Ça avait un petit côté Ligue de Gentlemen extraordinaire. Je pense que ça peut être très très sympa à jouer autour d'une table. Et du coup, si Read or Die, le RPG, existait comme ça, il était trouvable en boutique, quand tu l'ouvrirais, qu'est-ce que tu espérais trouver dedans? Voire même, qu'est-ce que tu espérais trouver sur la fiche de perso qui puisse restituer cette expérience? Déjà, ce sont des personnages qui sont très hauts en couleur, dont le pouvoir en fait reflète leur nature profonde. Par exemple, le personnage principal est une bibliothécaire qui adore les livres. Et son pouvoir, c'est de pouvoir plier le papier et pouvoir faire plein de trucs avec le papier. À un moment donné, je crois qu'elle vole même sur un avion, qu'elle s'est constituée de pages de papier. Donc je pense que quelque chose qui permettrait de créer un personnage très haut en couleur, qui permet de faire du drama, ou peut-être quelque chose dans le monde PBTA, un acte de PBTA. Il y a du drama dans Read or Die? Oh oui, beaucoup. Mais ça reste très pulp aussi, très action. Parce que là, ça m'évoque effectivement un genre de super-héros avec un sous-genre steampunk. Et il y a quand même pas mal de jeux de super en circulation qu'on pourrait peut-être un peu modifier pour arriver à ce résultat. Ça a beaucoup un côté Sherlock Holmes. Il y a ce côté mystère, intrigue. Peut-être quelque chose qu'on peut retrouver dans Cthulhu, en Event, mais sans le côté horreur. Ça avait pas mal aussi un côté scientifique fou qui était très sympa. Vraiment ce côté cabinet de curiosité. Un peu comme Deadlands, mais version Angleterre steampunk du 19e. Ok. Donc du coup, je vois que le titre du manga, Read or Die, c'est parce que l'héroïne est bibliothécaire, mais est-ce que je me serais attendu à ce que la lecture soit mise plus en avant, sans rien connaître du manga? Pour le coup, le titre de manga fait vraiment référence à son histoire personnelle à elle. Donc je ne sais pas si ça peut être pertinent pour quelqu'un qui joue en général dans cet univers. Je vois l'idée, ouais. Dès l'instant où tu crées ton propre PJ, la filiation cesse. Mais merci pour ta réponse, Kat. Je t'en prie. Samuel Zitterman, on va plus te présenter maintenant que t'as le double d'abonnés YouTube. De moi? Mais je suis pas rancunier. Je suis pas jaloux du tout. Qu'est-ce que... Pas du tout. Alors, tout média confondu, quelle œuvre tu aimerais voir décliner dans du JDR? Écoute, je pense qu'il y aurait pas mal d'œuvres qui mériteraient d'être adaptées, mais je vais faire un petit peu un coup de projecteur sur une duologie que j'ai lue il y a 2-3 ans. Ça s'appelle Latium. C'est de Romain Lucaso, c'est un auteur de SF française. Enfin, c'est un auteur français de SF plutôt. C'est un monsieur qui n'a pas écrit grand-chose à part Latium, mais je crois qu'il est en train de nous préparer autre chose, parce qu'il est très, très occupé. Et en fait, dans Latium, on a des personnages qui sont des intelligences artificielles qui ont été créées par l'humanité, mais l'humanité a disparu.
On ne sait pas trop pourquoi au début, donc je n'ai pas spoilé le bouquin. Et en fait, c'est ces intelligences artificielles qui ont été programmées pour protéger l'humanité se retrouvent un petit peu perdues au milieu de la galaxie, sans trop savoir quoi faire, et en essayant de trouver un petit peu le chemin qui leur permettrait de trouver une nouvelle voie, et pourquoi pas l'humanité. Donc il y a tout un tas de factions au sein de ces intelligences artificielles. Certaines préconisent de continuer dans leur espèce de credo qui leur a été programmé, c'est-à-dire retrouver l'humanité et la protéger. Et d'autres disent non mais ça c'est bon, ça suffit, on va tuer le père et nous allons prendre notre émancipation. C'est un bouquin de SF qui aborde des thématiques assez philosophiques sur ces thèmes. C'est plutôt sympa, il y a une inspiration un petit peu de Grèce antique où ces intelligences artificielles se réunissent dans des environnements virtuels très grandiloquents avec des grandes agoras, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir parce que de temps en temps sur certains JDR-SF l'intelligence artificielle est abordée soit en allié soit en antagoniste. Parfois on peut les interpréter et les jouer, mais je trouve que là du coup ça nous permettrait de jouer que des intelligences artificielles avec des attentes et des approches différentes, avec tout un tas de possibilités de factions et d'opposition. Donc ouais, Latium de Romain Lucaso, et même si c'est pas adapté en JDR, lisez-le. Est-ce que dans ce genre de fiction, il n'y a aucune notion de mortalité du coup, si tu es une IA ? Totalement. Elles sont totalement immortelles. Alors attention, elles sont immortelles corporellement, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se faire effacer par des complots entre intelligences artificielles. Et des complots, il y en a dans Latium, bien évidemment. Les plus grands drames, s'il n'y a pas de complot ou d'attentat ou de tentative de faire taire l'autre, à quoi ça sert quoi. Et si tu te retroussais les manches, il n'y a pas une base de JDR qui pourrait t'aider à donner vie à un tel projet ? Un système qui permettrait bien de motoriser ça, ouais, il faudrait se songer un peu plus, mais je pense que comme type PBTA, avec des livrets bien typés, des archétypes bien typés, genre le protecteur, l'émancipateur, ou des choses comme ça, ouais, ça pourrait bien marcher avec des livrets. The Veil a été décliné à toutes les sauces, si ça se trouve, il y en a un qui flirte un peu avec ce que tu espères faire. Ouais, c'est tout à fait possible, ouais. Faudrait creuser un peu, ouais. Et j'ignore pourquoi, c'est sans doute l'Agora qui m'a fait tilter, mais Nobilis, tu vois ce que c'est ? De loin, j'ai jamais joué, je connais de nom, mais pas plus. Parce que là, tu joues quand même des entités qui sont quasiment omnipotentes et réduites à l'état de concept. Si ça se trouve, c'est aussi une piste pour expérimenter des PJ larger than life, c'est peut-être quelque chose que tu pourrais creuser. Très très bonne idée, c'est carrément des dieux créés de toutes pièces par l'humanité. Donc on est totalement dans ce concept-là, oui. Tu n'as pas fait de name dropping sur Luna ? Oui, alors c'est vrai qu'on a discuté avant, j'avais bien envie de parler de Luna. C'est aussi une trilogie, alors c'est une trilogie SF cette fois-ci, d'un auteur irlandais, si je ne dis pas de conneries, au pire on me tapera dessus, qui s'appelle Ian MacDonald. Ian MacDonald, c'est un grand voyageur, c'est un amoureux des cultures. Et il a écrit énormément de bouquins de SF autour de diverses cultures, que ce soit en Turquie, en Inde, etc. Et là, il nous a offert une trilogie qui se passe sur la Lune, avec une espèce de melting pot de ce qui fait actuellement l'humanité. Et c'est juste génial. Et donc, je fais jouer ça sur The Sprawl en ce moment. J'ai pas les droits du tout, donc peut-être que je vais me faire taper dessus, un de ces quatre. Mais ouais, c'est top. Cool. J'adore ce genre d'initiative. Merci Samuel. Sans rancune. Sans rancune, avec plaisir. Sylvain tout court. Quelle œuvre de fiction, tout média confondu, tu rêverais de voir décliner en jeu de rôle ? L'univers d'Harry Potter. Eh bah ça alors ! Imagine qu'un tel jeu existe. Qu'est-ce que tu aimerais trouver dans le sommaire ou dans la fiche de perso ? Des bonus et des malus pour les différentes maisons et un système qui permet de choisir la maison aléatoirement par un tirage au sort. En fait, ce qui me plairait, c'est que les joueurs répondent à des questions, que ça leur donne des bonus ou des malus en fonction des talents qui sont demandés pour les maisons, qu'après ça soit un tirage au sort et qu'on rajoute le score qu'ils ont eu aux questions qu'ils ont posées pour que ça fasse pencher pour une maison ou pour une autre. Est-ce que tu connais le site web Pottermore ? Ouais, je le connais, j'y ai joué. Et donc tu as fait le questionnaire là-bas ? Ouais, j'ai eu un résultat équivalent pour 3 maisons en même temps. Et tu es quoi au final ? J'ai choisi Gryffondor au final. Tu as choisi Gryffondor ? C'est bien. Il en faut. Mais mine de rien, Harry Potter, ça fait un bout de temps que ça titille pas mal de rôlistes. Faut dire en même temps, il y a de quoi. Et il y a pas mal de versions qui gravitent. Il n'y en a pas une encore qui a trouvé grâce à tes yeux ?
J'ai pas eu l'occasion de pouvoir tester des jeux de rôle dans l'univers d'Harry Potter pour l'instant, mais j'aimerais bien. Donc à ta connaissance, il existe quoi sur lequel tu vas te pencher? J'ai mon ami qui m'a parlé apparemment d'une version qui serait sortie de Harry Potter, je me rappelle plus le nom. On va te souffler. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Gratté par un certain Axel Tentacle, de sinistre mémoire lui aussi, ça en fait beaucoup. Voilà, celui-là, ouais, ça m'intéresserait vraiment de le tester pour voir comment il fonctionne, quel est le système de jeu aussi. Je l'ai parcouru et il est bourré de bonnes idées. Okay. Oui, quand j'aurai l'occasion de l'essayer, je testerai. Je pourrais aussi te suggérer de te renseigner sur la campagne écrite par Frédéric Sintès qui me semble couvrir 7 ans d'année scolaire. Donc autant dire que là c'est du pain béni pour faire toute une scolarité à Poudlard. Ouais, d'accord, ça m'intéresse. Et j'ai une certaine personne de ma connaissance dans mon club qui a voulu gratter son propre jeu Harry Potter et qui envisage de faire une émission dessus. Donc je te dirais, je t'encourage à rester vigilant et déjà à feuilleter Tu es un sorcier, voir si tu y trouveras grâce à tes yeux. Peut-être voir après, quand ils ont créé le truc de base qui se passe à Poudlard, peut-être voir des extensions dans les autres écoles de magie. Des player handbook pour jouer chez Beaubaton. Ouais, Beaubaton, l'école qu'il y a en Roumanie. D'Armstrong. Celle de Salem et puis celle d'Illinois aux États-Unis. Celle qu'il y a en Afrique, je ne me rappelle plus du nom, et celle de Maokai qui est au Japon. Et soyons fous, changeons les époques aussi. Aussi, ouais, pourquoi pas. Pouvoir jouer à l'époque des Maraudeurs, pouvoir jouer à l'époque de Grindelwald aussi. Ok. Merci pour ta réponse et toi tu devrais quand même très très vite trouver de quoi te satisfaire. Snape, Harry, 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 Dumbledore! Hermione. Dumbledore! Harry Potter, I'm Harry Potter, I'm Harry Potter, Harry Potter, singing our song all day long at Hogwarts. I found the source of the ticking. It's a pipe bomb. Yeah! Antoshkin, camarade que je croise souvent dans mon club de JDR actuel, je vais te poser cette question que je ne cesse de poser depuis le début de cette journée. Alors maintenant, avec réflexion, je dirais Les Fables de Lumpur. C'est un livre qui a été écrit par Pierre Bordage et qui est très initiatique. Après l'extinction de l'humanité, en fait, des chimères qui ont été créées par les humains vivent une pérégrination, une aventure qui dépasse complètement l'entendement pour trouver les Lumpur, donc cet humain disparu. Et toute la thématique autour des chimères et de l'initiatique est très intéressante et très bien développée dans l'ouvrage et je rêve de pouvoir vivre cet univers. Si ce jeu existait dans le commerce, qu'est-ce que tu espérais trouver dedans? Au-delà du lore, je pense que c'est un jeu qui se prête beaucoup, c'est un univers qui se prête beaucoup au PBTA puisque les personnages sont très genrés par des races dont ils sont extraits. C'est-à-dire des mi-hommes mi-cochons qui ont des habitudes très spécifiques, des mi-hommes mi-louves, des mi-hommes mi-chacal, des mi-hommes mi-rats. Et du coup, je trouve que l'univers se prête beaucoup à une thématique archétypale. À côté de ça, c'est tout ce qui se vit dans ce livre est une histoire de camaraderie, d'amour et de tendresse entre des gens qui traversent un environnement très dur, très sombre. Et encore une fois, ça se prête parfaitement à un système apocalypse. Et c'est ce que j'aimerais retrouver, la capacité de me plonger dans une histoire qu'on raconterait ensemble, qui serait une découverte d'un monde qui vit sur des fables d'un passé éteint qui est en fait notre présent. Je suis transporté, j'ai même l'impression que tu as répondu à toutes mes questions, Antoshkin. Écoute, je suis ravi de l'avoir fait. Je te souhaite une excellente fin de journée dans ce cas. Merci, à la revoyure. Salut Vic, camarade de mon club de JDR qui est trop bien. Je t'ai posé une certaine question, est-ce que tu aurais une réponse? Au beauté, comme ça, je te répondrais Mon grand amour de la Japanime, qui est, qu'on connaît en France sous le nom de la légende des héros galactiques, qui a été adapté en manga récemment, mais connu sous son nom original de Gengai Yudesensu, ou The Legend of the Galactic Heroes en anglais, parce que moi, comme jeu, j'adore les campagnes où il faut absolument que les joueurs, d'une part, se réalisent en tant que PJ, mais aussi transforment leur monde de manière radicale. C'est pour ça, Yannick m'avait trollé là-dessus en me disant qu'en fait, dans chaque campagne que j'organise, il y a forcément un empire, une république, un truc qui se casse la gueule et les PJ qui foutent le dawa derrière et qui d'ailleurs font des trucs. À chaque fois, le monde part en sucette.
Et Legend of Galactic Heroes, c'est un peu ça, quoi. Le prétexte du space opéra qui masque en fait le fait que c'est un véritable drama politique, avec dedans des personnages principaux qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire des héros de la galaxie, et qui se réalisent, par la réalisation de leurs aspirations personnelles, façonnent le destin de la galaxie. Moi, je trouve ça absolument formidable comme postulat, quoi. Parce que du coup, ça permet aussi quelque part de contenter un peu les deux écoles, à savoir les PJ qui veulent se réaliser en tant que PJ et les PJ qui veulent se réaliser par l'intermédiaire du monde. Et après, c'est du space opéra avec des trucs, un niveau assez gargantuesque, des milliers de navires, des dizaines de milliers de navires qui sont sur la tronche, sur les moindres batailles, fait des millions de morts, etc., avec à côté des complots au niveau intergalactique, etc. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'aimerais voir Gingai Udesetsu en JDR. C'est quand même assez velu comme programme, et il y aurait quel système pour soutenir tout ça? Alors le truc, c'est que techniquement, en fait, ça dépend simplement à quel niveau. Moi, je pensais à un truc qu'avait fait Yann, un de ses JDR maison qui s'appelle Son Stellaire, où c'est les JDR de Yann, donc du coup, c'est des trucs assez faramineux aussi, et où tu incarnais en fait des espèces de dirigeants galactiques avec une cosmogénie et une comment dire, une dimension où en fait t'es vraiment l'empereur de la galaxie, quoi. Tu fais des trucs d'empereur de la galaxie avec des pouvoirs d'empereur de la galaxie, etc. Mais d'un autre côté, bon, dans le cas de Gingai Udesetsu, c'est quand même de simples hommes qui font de l'héroïque parce qu'ils le deviennent malgré eux, en fait. Et du coup, techniquement, ça reste de la hard fantasy, donc ça reste de la hard science-fi techniquement. Donc c'est des gars qui sont pas des niveaux 1 D&D, mais on reste dans les possibilités d'un humain normal, quoi. Et du coup, techniquement, si tu prends le truc d'un point de vue purement ludiste, je pense qu'un truc style Polaris ou un truc dans le genre, tu sais, où tu gères des vaisseaux, etc., ça devrait rouler. Mais alors après, c'est vrai que pour gérer un conflit au niveau galactique avec des intrigues à multistrates, etc., je sais pas, peut-être des trucs assez velus aussi, genre, je sais pas, Nobilis, Nephilim, je saurais pas trop te dire, mais quelque chose d'assez coriace, quoi. Et encore une suggestion très originale. Merci pour ce voyage, Vic. À la prochaine, au club. À la prochaine, Volsung. Ah, voilà. Alkin, ça fait quelques fois qu'on se croise. Je vais te proposer la même question. En effet, en fait, il y a une œuvre, j'ai un rapport avec elle assez particulier parce que il s'agit de la saga l'univers étendu du métro. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Métro 2033 ? Exactement, et sa suite très mauvaise 2034, mais par contre il y a tout ce qui est autour. Il y a eu beaucoup de fanfiction et puis même de bouquins FDT qui sont merveilleux, comme Par-delà la lumière, Par-delà la ténèbres, que je recommande. Et en effet, donc j'en ai parlé, c'est un univers qui pour moi, waouh, en termes de post-apo, il y a vraiment une atmosphère, ce côté désespéré, crade, complètement dingue, puis même tout ce qui est les radiations, le masque à gaz, ne plus savoir qu'est-ce qu'est la fiction, ne plus savoir quelles sont les rumeurs dans le métro, et puis qu'est-ce qui sont les véritables horreurs complètement dégueulasses, le savoir perdu. Il y a tellement de thèmes à aborder. Alors j'ai essayé de faire un prototype sous Fate, comme d'habitude, hein. Moi à chaque fois que je vois un truc, je le fais sous Fate, hein. Mais ça, alors j'ai vu que des Espagnols avaient fait un jeu dans le genre. Il y avait pas mal d'ersatz qui vont quand même pas mal taper dans le genre. Je pense à Terra X de John Grumpf, lui est soit son nom qui soit sanctifié. Quelques autres post-apo, mais pour l'instant, non, il y a vraiment rien qui pour moi était suffisamment crade, suffisamment glauque, et puis qui a réussi à avoir cette portée qu'avait Métro 2034. C'est surtout une question d'univers, ce que tu as l'air de me dépeindre là. Moi je connais surtout les jeux vidéo, mais bon, c'est plus une atmosphère qu'une mécanique en définitive. Mais il faut mettre une mécanique qui va avec, que ce soit justement faire craindre les radiations, tout leur côté pervers, et David Garlas, ce qui est vachement mis en avant. Hein, tu vois, c'est un petit peu comme la run de Ennis dans Hellblazer, où là vraiment on voit le cancer dans
ce qu'il a de cru et d'affreux. Et là, ça devient une vraie menace. Et c'est clairement le genre de menace à long terme qu'on n'arrive pas à mettre dans le jeu de rôle sans une mécanique à proprement pas parler. Même aussi le système de munitions. Putain, mais combien de jeux se pètent la gueule dessus? Alors que là, c'est à la fois un système monétaire et aussi un potentiel de destruction certain. Je tiens aussi à attirer l'attention de tes spectateurs sur le fait que les jeux sont super sympas, mais c'est pas du tout le même parti pris. C'est vraiment un bon défouloir, c'est bien bourrin, c'est bien cool, mais l'univers passe vraiment en arrière-plan. Alors que dans les bouquins, on a vraiment ce côté perdu, on a vraiment ce côté ignorance qui est super jouissif à jouer. C'est con à dire, mais ouais, non, je pense que l'univers Job Metro demande à être exploré. Il appelle les joueurs. Tu ne le ressens pas? Mais quelle base tu voudrais user pour décliner ce jeu? Comme je te dis, au début, j'ai pensé à The Fate. Mais non, le concept est bien trop drama. Il faut vraiment qu'on ait peur de la mort, qu'on ait peur des autres. Il faut vraiment qu'il y ait un gros côté survie. Toi qui es plus vidéo ludique, Last of Us style. Donc je pense qu'il faudrait que un beau jour, je chope un Apocalypse World et puis que je le mode comme jamais. Mais j'ai pas le temps, je suis papa et j'ai déjà trop de projets. Quelle idée de se reproduire. Ouais, c'est affreux. C'est un piège. Merci pour ces moyens, Jalkin. À la prochaine. A plus. Ma parole, c'est bonbon. Les gars, on ferait mieux de fouiller ces deux-là. Alors, vieil ivrogne, qu'est-ce que tu trimbales cette fois? Écoute, mon gars, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bien sûr, on va parler, toi et moi. Bienvenue au marché. On se magne le cul, à moins que tu aies envie de profiter encore de leur compagnie. Tu me parles sur un autre ton. Mais qui es-tu? Donc je suis Mathieu Léocmac, dit Lamson. Et donc cette histoire de médias que j'ai envie de voir adaptée. Alors j'aimerais bien m'y coller, mais je sais pas, c'est toujours compliqué. C'est des romans par Aliette de Baudard, donc qui sont des romans qui ont été les premiers traduits en français, et c'est une française qui écrit en anglais ou en américain. Et c'est par rapport à des anges déchus qui se sont affrontés dans un Paris de la Belle Époque. On va dire que la Première Guerre mondiale n'a pas été une guerre entre humains, mais une guerre entre magiciens ou anges, etc. Ça a l'air d'être très centré comme ça sur la culture chrétienne, on va dire, et tout. Et au milieu de ça, tu as des dragons vietnamiens qui vivent sous la Seine. Oh, rien de surprenant. Mais du coup, les PJ, ils incarneraient quoi dans ce beau bordel? C'est à se demander. Donc, dans cet univers-là, en fait, c'est vraiment une critique. Une fois qu'on les a lus en entier, on comprend que c'est une critique de la colonisation. Le monde est vraiment séparé entre les maisons, qui sont souvent dirigées par les anges, mais où il y a plein d'humains qui les servent et qui font divers trucs, et les gens qui sont hors maison et qui sont du coup plus ou moins dans la rue, livrés à eux-mêmes et totalement exploités par les gens des maisons. Donc, dans les maisons, il peut y avoir des gens bien, mais ils profitent d'un système absolument inique, et en disant non mais moi je fais rien de mal, mais en fait oui, quand même les maisons exploitent les gens, etc. Alors qui est-ce qui pourrait jouer? J'imagine qu'il pourrait y avoir un peu comme dans les romans, des anges déçus qui viennent d'arriver, ou alors des gens qui viennent plutôt de cette culture vietnamienne, donc qui sont un peu outsiders là-dedans, et qui sont un peu comme des chiens dans un jeu de quilles, ou des gens, je dirais plutôt dans les maisons, ou éventuellement en faisant partie d'un gang à l'extérieur des maisons. Et ouais, mais je me demande un peu aussi comment est-ce qu'on arriverait à faire un groupe soudé avec tout ça, ou tout simplement on fait pas un groupe soudé, on raconte une histoire à plusieurs voix, quoi. Donc, visiblement c'est vraiment un gros jeu à univers, donc peut-être qu'un système générique pourrait faire la blague. Un système générique, c'est un gros mot ça, non? Ça n'est pas sale du tout, en tout cas pas dans ma bouche. Oh là là, quelle tête. Non, mais je me dis qu'il y aurait moyen d'avoir des systèmes qui mettent bien l'accent sur le côté
dilemme moral, ce genre de choses-là, ça pourrait être très intéressant. Le mot est lâché. Mais pourquoi une mécanique pour gérer tout ce qui est dilemme moraux? Est-ce que c'est pas l'affaire du joueur? Pourquoi est-ce que tu veux avoir des chiffres ou des jets, des machins là, qui plient tout cela? Est-ce vraiment nécessaire? Je dirais que ça sera nécessaire tant que le mainstream ne proposera pas des dilemmes moraux. Mais ça, c'est plus une règle de conversation, pas une règle mécanique. Peut-être que c'est ça que tu avais derrière l'esprit, ou tu pensais vraiment à une mécanique? Oh non, c'est pas forcément une mécanique. C'est pas forcément une mécanique qui amène forcément au dilemme moral. Mais par exemple, une façon de construire les aventures ou de construire le canevas pour amener à un dilemme moral facilement. Tu as lâché le mot canevas, c'est très très orienté ça aussi. Fred Synthèse est satisfait. Est-ce qu'il touche à chaque fois? Bon, c'est pas la question. Mais par exemple, dans Vampire, dès l'instant que tu as des points d'humanité, quelque part, c'est que justement la morale a sa part et fait partie intégrante avec la fiction quand même. Oui, tout à fait. Tout à fait, Vampire amène ça. Bon après, moi je t'avoue que je suis pas un grand spécialiste de Vampire, donc c'est pas forcément amené sur mon terrain. Tu vois, c'est pas gentil de taxer les jeux tradis comme n'étant pas fichus de faire des enjeux moraux. Il y en a certains qui l'amènent dans leur texte. Il y a certains qui l'amènent dans leur texte, mais on va dire que tu peux avoir le texte qui l'amène d'une façon centrale ou pas d'ailleurs, et une contradiction totale dans le reste du système de jeu qui fait que tu te retrouves à la fin à faire un donjon avec des personnages qui par hasard sont des vampires. Mais voilà. Je crois que Julien Poire parle de dissonance ludonarrative. Peut-être que je l'ai inventé, mais... Ça, je sais pas si Julien dit un truc comme ça, mais ça me semblerait assez cohérent. Ouais. Mais au final, ça s'appelle comment cet univers, cette série de livres? Donc le premier s'appelle La chute de la maison aux flèches d'argent. C'est d'ailleurs le seul qui est traduit en français pour l'instant. Je crois qu'en anglais, la série s'appelle Dominions of the Fallen. Ça claque. Et du coup, Dominions of the Fallen, si subitement le RPG sortait, il y aurait quoi dans le sommaire, il y aurait quoi sur la fiche de perso que tu t'attendrais à trouver? Les regrets du personnage. Ah, ça c'est classe. Ben écoute, merci, je suis transporté. Merci à toi. Bonne convention. Merci. Pico, encore toi. Tu as entendu la question? Quelle est ta réponse? Comment on se retrouve, Volsong? Effectivement, alors ma réponse sera Persona. Moi je joue au 5 actuellement, et donc c'est cet univers Shinigami Tensei dans lequel je l'imaginerais très bien en jeu de rôle drama, où on joue ces adolescents en pleine transformation de l'âge adulte qui cherchent à comprendre qu'est-ce qui les entoure et qui à chaque fois commettent des actes un petit peu... souvent ça tourne autour du suicide et autres pour avoir leur persona. Et du coup, qu'est-ce que tu espérerais trouver dans un jeu aussi unique? J'espérerais trouver justement jouer cette bande d'adolescents qu'on retrouve au lycée et qui ensuite construisent des relations, qu'elles soient positives ou non, toxiques, destructrices pour les uns et les autres, et ensuite avoir toute cette phase de dungeon crawler et qu'on aille dans les donjons, et que ça c'est un impact, enfin que ce soit impacté parce qu'on a eu des relations avant avec les gens. Est-ce que tu vois ce qu'est Rhapsody of Blood? Rhapsody of Blood, ça me dit quelque chose, oui. Oui, j'ai déjà vu la couverture quelque part, oui. Donc imagine le jeu Legacy qui a ensuite été décliné en Castlevania-like Rhapsody of Blood. Du même auteur, il y a une autre déclinaison, donc je serais incapable de donner le nom, mais qui sert à singer du persona. Donc tu devrais franchement le feuilleter. La bonne réponse était Void Heart Symphony. Il y a vraiment ce parallèle entre la vie étudiante, les préoccupations du genre et l'avatar surnaturel, le danger, la survie, quoi. Eh bien, très bien, alors j'ai jeté un œil, et sinon je réponds 2 fois à la question, et c'est Horizon Zero Dawn qui m'a bluffé en termes d'univers et qui est vraiment très sympa, ce côté post-apo où on est revenu à une ère primaire et on joue avec une pseudo-technologie mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Ça, je trouve ça très drôle aussi comme type d'univers. Et dans ce cas, si tu tombais sur Horizon Zero Dawn The RPG, tu t'attendrais à trouver quoi dans le sommaire ou sur la fiche de perso? Alors, je pense que je m'attendrais à gérer un bastion qui doivent survivre et où on aille dehors, qu'on aille dehors en fait pour aller chercher des ressources et surtout explorer pareil
toute cette réponse de religion, technologie. Je sais qu'il y a pas mal de jeux de rôle déjà qui traitent le sujet. Après, peut-être que ça serait plus spécifique à celui-ci avec ce lore et ces problématiques de genre. Qu'est-ce qui t'empêche de reskiner Apocalypse World au hasard? Apocalypse World, qu'est-ce qui m'empêche? Alors déjà, je n'ai jamais joué à Apocalypse World. Mais en vrai, c'est vrai que je ne sais pas. Je sais qu'il pourrait correspondre très bien à ça. Après, ce qui me manquerait, en fait, c'est surtout les conseils. Les conseils, du lore et peut-être quelques nouveaux moves qui correspondent à cette, comme je disais, ce déclic religion-technologie. Il me semble que dans une Mutinière 0 aussi, il y a un côté bâtir son enclave. Donc vraiment, ça te fait deux pistes sérieuses. C'est du post-apo après tout. Je pense que c'est plus une question de parfum. Le fait qu'il y ait des machines, qu'il y ait des côtés un petit peu dinosaures. Et le fonctionnement des différents clans, leur histoire. Tout ça, c'est de l'univers et ça pourrait être patché sur ces deux jeux que je viens de citer. Tout à fait, ouais. Mutinière 0, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça reprend cette idée avec les enclaves, etc. Et ça pourrait tout à fait coller, ouais. Eh bien, tiens-moi au courant, mets-toi au boulot. Encore des hacks, encore toujours des hacks. Ah, mon Dieu. À la prochaine, Yukiko. À la prochaine, à toi, Volsong. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Aloy. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse? Si c'est le vœu de la déesse qu'il en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse? Ma sœur. Pour une fois, Lancera, rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Aloy, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Et toi, qui es-tu? Donc Guillaume dit la White Call. Ça fait un petit moment que je joue, quoi, et présent ici, quoi, pour une bonne chose. Mais où est-ce que tu sévis plus précisément? Moi, je suis du côté de Rennes, voilà, sur Rennes actuellement. Je ne parlais pas géographiquement, je disais virtuellement. Virtuellement, j'ai ma petite chaîne Twitch, Lawecall, Lawecall, qui fait un peu de jeux de rôle et tout ça, mais je suis un peu partout, un peu chez Zitterman, un peu chez Cécile, un peu chez La Cale. Voilà, en tant que joueur, je suis un peu... Ouais, je vois à tes genres de personnes là, tourne kazakh. J'ai une question à te poser. Moi, ce sera Romance et Dune de Frank Herbert, qui est mon livre de chevet que je relis quasiment une fois l'année, quoi, et que j'ai jamais trouvé en niveau jeu de rôle comme je le souhaite, en fait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu qui circule du nom d'Imperium qui ferait le travail? Imperium, je l'ai vu passer, j'ai regardé. Les règles me correspondent pas, en fait. Voilà, c'est un peu lu, mais après, comme tout, il y a les univers, on peut toujours adapter, bien sûr, avec des règles à des univers. Il y a entre autres Dominion de KRN qui arrive, que j'ai backé, que j'attends beaucoup pour ça. Et sinon, ouais, il y a pas mal de fans, de jeux de rôle fans fait maison sur Dune, mais j'aimerais bien avoir le estampillé, en fait, Dune, quoi. Voilà, c'est le truc un peu... Il y a quand même des jeux un petit peu transverses qui permettraient de, si tu me permets l'expression, donner vie à ton fantasme. Oui, non, c'est sûr, mais j'aime bien avoir un livre qui est un peu complet sur une thématique. J'aime bien avoir le BG, lire le BG d'un livre, avoir le livre avec des images, fait vraiment pour Dune et tout ça, et qui me transporte un peu. Et c'est un peu, voilà, moi c'est ce qui me manque pour cet univers-là. Après, oui, il y a moyen d'avoir d'autres règles pour transposer ce qu'on peut avoir de Dune là-dessus, quoi. Dune, le RPG, boum, ça y est, il est sorti. Quand tu l'ouvres, qu'est-ce que tu espères trouver dedans? Alors, il y a beaucoup de choses, mais moi je suis un fan de BG, donc il me faut le fluff, beaucoup de trucs sur le fluff, des belles images. Pour moi, un livre de jeu de rôle, c'est un livre d'art, quoi, un peu, donc c'est ça. Et après, toujours des règles pas trop compliquées, parce que je suis très mauvais sur les règles. Espérons que les muses t'entendent. On l'espère aussi. Merci. Et toi, qui es-tu? Je suis Gossed de la Petite Pause JDR. Qu'est-ce que c'est que la Petite Pause JDR?
C'est une chaîne dans YouTube et Twitch également où on parle de jeux de rôle, on fait du jeu de rôle et on partage avec les gens qui veulent bien regarder. Actual Play? Non, je regarde pas ça moi. Par contre, j'ai une question pour toi. Eh bien, ce serait Altered Carbon. Oh là là! Ouais, alors je sais pas si tu connais, mais donc c'est dans le futur, ça se passe de très loin dans le futur, où une société, les gens ont réussi à vaincre la mort quelque part en implantant une puce dans le cerveau qui enregistre toute la mémoire des gens, et dès qu'ils meurent, en fait, ils récupèrent la puce et ils réimplantent ça soit dans un corps qui a été cloné à l'image de la personne, soit dans un autre corps. Et je trouve ça vachement sympa si ça pouvait être fait, parce que ça pourrait donner des trucs vachement sympas pour les joueurs, parce que du coup ils pourraient se retrouver avec leur mémoire, mais des corps différents à chaque fois qu'ils meurent. J'ai eu vent de cette pierre angulaire du cyberpunk et du transhumanisme. As-tu entendu parler de Eclipse Phase? Oui, j'en ai entendu un petit peu parler, ouais. Et est-ce que tu l'aurais feuilleté? Est-ce qu'il trouverait grâce à tes yeux du coup? Parce que bon, si quelque part tu aimais cette envie, ce besoin de voir Altered Carbon décliné en JDR. Pour l'instant, j'avoue que j'ai pas encore été dessus, mais c'est quelque chose. J'aime bien ce monde-là, mais pourquoi pas? Ouais, c'est un truc qui serait sympa à regarder. Indépendamment du fluff, tu aimerais qu'il y ait une mécanique qui puisse traduire ce côté de pouvoir se télécharger à volonté, tant que faire se peut, tant que la pile corticale n'est pas détruite. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ça permet à chaque fois qu'on meurt, on incarne la même personne, mais dans des corps différents, donc avec des aptitudes et des possibilités. Genre, on est un jour un homme et le lendemain on est une femme. Un jour on est musclé, un jour on est tout frêle. Et donc ça change la façon de jouer ton personnage, mais avec ton personnage. Est-ce que tu serais pas en train de décrire la vie d'un rôliste? C'est ça, ouais. Le parallèle est amusant. Et à part ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans un tel jeu ou jusqu'à la fiche de perso elle-même? Alors là, j'avoue que tu me poses une colle. Tu me poses une colle. Là, j'avoue que là, je saurais pas quoi dire. Eh bien écoute, peut-être qu'on peut interrompre ton témoignage ici, et ainsi je vais pouvoir courir après et lui casser la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? T'es mauvais, Jack! Je vais te saigner! T'es mauvais, Jack! T'es mauvais! Mais qui es-tu? Alors je m'appelle Faro, je suis tout jeune youtubeur pour la petite pause JDR, et je fais la chronique qui s'appelle la cuisine rôliste, où j'ai apporté un peu aux gens ma manière d'aborder le jeu de rôle, différentes mécaniques, etc. pour ouvrir le débat avec les autres joueurs ou même aider ceux qui débutent dans le jeu de rôle pour commencer un petit peu à découvrir cette magnifique pratique. Merci pour ce menu. J'ai une question pour toi. Alors, c'est la question difficile. En vrai, le premier truc auquel je pense, c'est un manga, parce que je lis pas mal de mangas, qui s'appelle Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, plus francophone, où il y a une énorme liberté en fait de création. Il y a des mécaniques dans l'univers qui sont très applicables en termes de règles. Et il n'y a pas de limite, c'est de la découverte, ça peut être tout et n'importe quoi, que ce soit des lieux, de l'archéologie, des créatures, empêcher une énorme catastrophe. Il y a un énorme potentiel de créativité pour un jeu de rôle. Donc je dirais Hunter x Hunter. Et donc qu'est-ce que tu aimerais trouver dans un tel ouvrage? Est-ce que dans le premier chapitre, tu veux qu'on tire aléatoirement le naine de ton personnage? Alors, complètement. Pour moi, ça c'est quelque chose qui doit se faire effectivement aléatoirement, parce qu'on le voit même déjà dans l'œuvre, dans l'histoire, certains personnages ne sont pas contents de ce qu'ils tirent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument retrouver dans les joueurs. Donc j'ai essayé de faire d'ailleurs des propres règles, essayer de créer des règles un petit peu comme ça à la va-vite pour pouvoir appliquer l'univers. Et effectivement, je faisais un tirage au sort avec le fameux test du verre d'eau qui permet de définir notre catégorie de naine. Et du coup, de quel système se rapprocheraient un peu tes écrits? Alors, j'ai beaucoup baigné dans le système du dessin, en fait. Après, avec notre différentes habilités dans les catégories de naines, avoir des bonus, par exemple en discrétion, si on maîtrise bien le zetsu qui permet de dissimuler sa présence, ce genre de choses. Donc, le système du dessin me paraît. Il s'applique un peu à tout pour moi, le dessin. Du peu que je connaisse, du moins. Non, est-ce que c'est l'adage du coup, tu prends Cthulhu et tu adaptes?
Non, je dirais pas jusque-là. Enfin, pour moi, il y aura un mi-chemin entre les différentes compétences qu'on retrouve dans Donjons et Dragons, donc dextérité, constitution, un peu toutes ces choses-là. Parce que le naine, il va permettre effectivement d'influencer ces trucs-là, mais pas quelque chose d'aussi précis que toutes les compétences comme ça de Cthulhu. Donc je dirais plutôt un mi-chemin, en se rapprochant plus des caractéristiques générales, c'était constitution, force, dextérité, etc. Parce que quand tu m'as dit descend, j'ai pensé à Chaosium, mais c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a encore comme jeu à descend déjà? Alors, celui avec lequel j'ai commencé était avec un descend et c'était avec Aventure. Moi, j'ai commencé avec c'est pas avec Aventure que j'ai commencé moi, mais c'est avec Aventure que j'ai commencé à jouer régulièrement et à avoir vraiment un groupe d'amis avec lequel jouer, etc. D'ailleurs, l'un d'eux est actuellement en train de jouer sur les tables dans le pot de jeu de rôle. Mais c'est avec Aventure que j'ai commencé vraiment à jouer régulièrement, donc c'est ce système de descend là. On parle bien de l'incontournable jeu de Maillard Shakiri avec le joueur du grenier et compagnie. C'est bien celui-là, ouais, c'est bien celui-là qu'on attend toujours officiellement. Il n'y a pas eu de chance. C'est ça, ouais. C'est dommage. J'avais participé d'ailleurs au financement participatif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et sinon, nous, ça ne nous empêche pas effectivement d'y jouer avec mes potes quand on rentre. Donc, on a créé nos propres petites campagnes, nos propres univers, mais toujours dans l'univers aventure. Et du coup, j'étais totalement à côté de la plaque avec mon Tu penses Cthulhu et tu adaptes, parce que c'était visiblement pas du Chaosium, alors l'idée d'utiliser un descend. Du coup, Cthulhu, effectivement, fonctionne avec un descend, donc c'est pas débile non plus, du tout. Mais c'est vrai que du coup je rapproche plus parce que dans Cthulhu on est un enquêteur, donc on est plutôt fragile, on peut vite se faire tuer, et quand on est un hunter dans Hunter x Hunter, c'est pas du tout le cas, on se rapproche plus effectivement du héros ou du personnage très très fort, donc peut-être plus se rapprocher du coup d'aventure et des trucs comme ça. Ok. Écoute, merci pour ce témoignage. Pas de soucis, merci à toi. Tu aurais quelque chose à ajouter ou pas, tu penses? Un dicton qu'on utilise beaucoup avec un ami, c'est les dés du MJ, le son de la coupe pour faire du bruit derrière le paravent. Vous êtes de cette école-là? Absolument. On y aura peut-être un autre débat une autre fois. Merci. Merci à toi. Le Hatsu est une technique qui permet de manipuler l'aura. Il représente en quelque sorte la somme des pouvoirs du naine. Il se divise en 6 catégories: renforcement, émission, transformation, manipulation, matérialisation et spécification. Ces facultés dépendent de la nature de chacun. Selon l'aura dont on a hérité, on entre dans telle ou telle catégorie. Ce schéma indique les prédispositions de chacun par rapport à ces catégories. Il y a certaines aptitudes auxquelles vous êtes plus ou moins prédisposé. Celle dont vous êtes naturellement le plus proche vous sera plus facile à assimiler et à développer. Inversement, celle qui est la plus éloignée vous sera plus difficile à maîtriser, cela va de soi. On abordera tout ça dans le détail un peu plus tard. Vous verrez, c'est moins complexe que ça en a l'air. Salut Michael, membre de Nemesis, club de rôlistes clermontois, de sinistre mémoire. Si je te demande quelle œuvre de fiction, tous médias confondus, tu rêves de voir décliner en jeu de rôle, à quoi tu penses? Mass Effect, il manque beaucoup, j'ai l'impression qu'il manque beaucoup de space opéra dans le JDR, et Mass Effect pour moi est un des gros manques. Ils ont fait Dragon Age, mais on avait ce qu'il faut en fantasy, il me semble, et ouais, c'est le gros manque de cette année. Il y a The Expanse qui sort bientôt, il y a Coriolis, il y a Eclipse Phase, merci, Eclipse Phase. C'est pas du Space Up, c'est plutôt de la hard SF. Quasiment en Space Up. Il y a Star Wars et Star Trek qui sont déclinés à toutes les sauces. Ouais, qu'est-ce qui manque pour que tu puisses faire du Mass Effect avec? Est-ce que c'est le fait de pouvoir, romancer avec tout ce qui bouge et qui respire? Kirk le fait très bien. Évidemment, romancer tout ce qui bouge, toutes les Asari et les Cariennes et tout ça. Hein. Mais ouais, c'est vraiment l'univers qui manque. C'est ce petit côté, les pouvoirs, les machins. Il y a ce manque-là, je trouve, parce que dans Star Wars, on peut toujours bricoler, mais voilà, c'est de la bricole la moitié du temps. Et vraiment un bon système. Il n'y a aucun système de ta connaissance que tu puisses reskiner pour qu'il puisse faire la blague? Il y a le système amateur, il y a les Mass Effect Nouvelle Ère, ce genre de choses qui... Il y a du PBT à Mass Effect aussi. Il y a du PBT à Mass Effect, mais il y a du PBT à Mass Effect. Il y en a un ou deux, mais bon, voilà. Ah bon? Bah ouais. Je te filerai les liens éventuellement. Ah, pas de soucis. Mais oui... Il est un peu brouillon en fait, le gars a découpé Apocalypse World et il a tout mis dedans quoi. Oh merde. Ouais, c'est pas un peu comme le Nouvelle Ère, le système était vachement complexe et ça n'incitait pas au friendly jeu quoi. D'accord. Et donc imagine qu'on va dans un monde parallèle où le jeu existe. On l'arrache avant que le vortex se referme. Qu'est-ce que tu aimerais voir dedans? Qu'est-ce qu'il y a sur la fiche de perso? Qu'est-ce qu'il y a dans les chapitres? Vraiment qui fait la différence?
un parfait équilibre entre les pouvoirs biotiques, les pouvoirs techno et les pouvoirs de soldats, bien qu'on ressente l'esprit du jeu, commando, un peu mission Spectre, ce genre de choses. T'as déjà pensé à feuilleter Knight? Bien sûr, je joue, regarde, j'ai les bouquins. C'est une fausse question, tu es un des premiers à l'avoir mené dans mon club. Ben oui, Knight est très 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 bien. Mais pareil, Knight, il faudrait quand même un peu mettre les mains dans le cambouis pour essayer de faire une adaptation solide, quoi. C'est ça aussi qui... Donc t'en as grave envie, mais tu préfères laisser la corvée à quelqu'un d'autre. Exactement. Okay. Bah, merci pour ce témoignage, ça en inspirera plus d'un, je pense. Eh bien, merci à toi. À la prochaine, Michael. Donc, Monsieur Fallout, d'un certain club par lequel je suis passé et où j'ai eu des souvenirs inoubliables, quelle œuvre de fiction tu rêverais de voir décliner, tout métier confondu, en jeu de rôle? Alors moi, vu que je suis plutôt un gamer à la base, donc plutôt jeu vidéo, j'ai grandi avec une œuvre de fiction qui s'appelle Final Fantasy XII. Oh, jamais entendu parler. Ah, jamais, ouais, non, c'est un jeu absolument inconnu. Pourtant, c'est le jeu le plus vendu de toute la saga dans Final Fantasy, malgré tout, au-delà du 10. Alors, à mon souvenir, le jeu se déroule dans Ivalice, donc l'univers qui a été développé par Final Fantasy Tactics, Vagrant Story, et donc c'est un univers avec beaucoup de races, beaucoup de lore, des royaumes qui se mènent une guerre, c'est des scénarios assez sombres, et au final, ça manque dans le paysage holistique. Enfin, en France, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc c'est clairement un univers que tu as envie de voir décliner sur table, et en plus, comme c'est un jeu vidéo, la mécanique est très très précise, quoi. Je veux dire, il y a les sortilèges, les classes de persos sont très très typées, ce qui fait qu'il serait, j'imagine, difficile de trouver un jeu du commerce avec juste à changer les numéros de série et ça ferait la blague, quoi. Alors, il y en a pas mal qui ont fait la modification de Pathfinder, pour le coup. Ça, on peut le retrouver sur le web. Ça existe? Ouais, ça existe. Il y a des gens qui se sont forcés à adapter Pathfinder pour Final Fantasy, notamment Ivalice, ou tout simplement tous ceux qui ont des jobs, vu que dans Final Fantasy XII et les Tactics, on a un système de jobs qui... Je me rappelle, je les ai fait ceux-là. Voilà, qui sont très faciles à détailler parce qu'ils collent relativement bien aux grands triptyques voleurs, guerriers, mages qu'on retrouve dans les jeux inspirés de Donjons et Dragons. Il n'y a pas un géomancien où tu fais des maths suivant l'emplacement de la case? Tu peux avoir des... Alors pour Final Fantasy Tactics, ouais. Pour Final Fantasy XII, ça se règle en 13 castes. Bon, grosso modo, 3 variétés de mages comme dans tous les Final Fantasy. Mais pour le coup, pour revenir au système, moi personnellement, je suis pas un grand simulationniste. Les jeux inspirés de Pathfinder, ça me vend moyennement du rêve, sans vouloir vexer les auditeurs. Ils te trouveront, ils connaissent ton pseudo. Voilà, c'est bon, ils me retrouveront. Mais ouais, je pense que Ivalice, pour le coup, avec la richesse et puis plus globalement en fait ton manque de JDR inspiré des univers créés par les Nippons. On a le Ryutama qui reprend un peu la branche Miyazaki, donc très enfantine, mais on n'a pas beaucoup de cet héritage japonais qui a pourtant fait une bonne partie de notre pop culture. Le japonais a une pratique très marginale du jeu de rôle, d'après ce que j'ai pu comprendre. Les sessions en général sont très brèves, épisodiques. Ouais, alors pour le coup, c'est toujours pareil, c'est du on-dit. Notamment, je me souviens de Lapin Marteau qui avait fait une préface à Ryutama pour préciser comment on jouait au jeu de rôle en Japon, parce que notamment Ryutama, donc c'est un système qui est très très guidé avec quelque chose qu'il ne faut pas faire au jeu de rôle a priori, mais on donne un personnage au MJ, et c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif dans nos démarches de jeu de rôle occidental. Et au Japon, ça prend tout son sens parce qu'on a vraiment une gradation, et effectivement, on a 2 heures pour jouer, 3 heures. Généralement, on va préférer les scénarios dirigistes, et c'est pas ce qu'on retranscrit avec notamment Ivalice, où on a justement dans le 12, on a vraiment une sensation de liberté totale. Et voilà, ça bloque un peu. D'autant plus que le bestiaire ne se retrouve pas dans la fantasy occidentale. On la retrouve pas cette fantasy japonaise. On la retrouve à travers Ryutama, des choses assez gentillettes. Et c'est vrai que ça manque un peu ce côté un peu sombre. Alors sans parler un peu de la dark fantasy inspirée de Berserk et tout ça, mais voilà. Et effectivement, retranscrire ça, c'est pas comme prendre Fallout et le décalquer. Il y en a qui l'ont fait, Fallout RPG, ça existe, vous le trouvez sur internet. Les mecs ont pris le système, ils l'ont décalqué en RPG. Ça tourne si vous êtes un ordinateur, mais moi personnellement... Alors certes, ça va être compliqué d'adapter tout le lore, tout le bestiaire interminable, mais je te conseille de jeter un œil à Anima Prime, à ne pas confondre avec Anima Beyond Fantasy, qui est vraiment un jeu qui singe un peu le Japanese RPG, quoi, et qui est quand même assez crunchy tout en étant assez abstrait. C'est vraiment assez original parce que d'un côté t'as
tu as la baston où en fait tu accomplis des manœuvres pour mettre des dés de ressources de côté qui sont des dés d'attaque, des dés de magie. Faut imaginer que quand tu fais des manœuvres, si jamais tu affrontes quelqu'un, c'est juste écrit comment tu ferrailles avec quelqu'un si tu utilises ta compétence de ferrailler, quoi, ou comment tu poses des bombes sur le décor en tentant de ne pas te faire latter par les MOOC. Si jamais tu affrontes une armée, effectivement tu peux décrire comment tu pourfends des péons de seconde catégorie, mais rien de décisif. Et quand tu as assez de dés de ressources de côté, tu peux cramer tous tes dés d'attaque pour faire des gros dégâts. Ouais, tu peux cramer des dés de magie que tu mets de côté pour avoir des effets spéciaux du genre j'aveugle le type, comme ça il a un malus quand il fait tel truc, ou alors je draine sa vie, donc je mets des points de vie de côté. Donc ça, il y a un côté qui est quand même assez crunchy et abstrait dans la baston, et dès que tu es hors de la baston, tu as une petite mécanique de drama comme ça qui t'invite à éventuellement faire jouer les liens que tu as, du genre je vis dans l'ombre de mon frère, je brûle d'un amour caché pour un tel, et du coup ça te permet de regagner tels points, de choisir quelles ressources tu récupères, quoi. Et il y a vraiment ce côté, c'est écrit noir sur blanc, de singer un peu Final Fantasy, donc ça fera pas tout le boulot, mais si tu veux une mécanique un peu exotique tout en étant un peu crunchy, ça peut être une piste de départ, quoi. Ouais, notamment pour simuler tout ce qui est un peu explosion et on va dire les overdrive, ce genre de choses qui existent dans Final Fantasy VII. Exactement, puisqu'il y a même les matérias qui sont singés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des armes dans lesquelles tu mets des capacités spéciales. Ça peut aller assez loin. Mais effectivement, sur le système, on peut déjà s'intéresser à ce genre de choses qui vont permettre de se rapprocher de quelque chose assez proche du JRPG et sans dénaturer l'univers, parce qu'effectivement, aborder Final Fantasy en se passant du tour par tour, Final Fantasy XV s'est planté avec ça, quoi. Mais remonte tes manches, au boulot. Allez, je vais tester ça. Et toi, qui es-tu? Moi, je m'appelle Moklo et je viens de Montpellier et j'aime beaucoup les jeux. Je fais plein d'associatifs et j'essaye même de faire des jeux majoritairement invendables avec des licences que j'ai pas, ce qui n'est pas très pratique. On dirait que c'est étroitement lié à la question que je vais te poser. Eh bien, le premier plus important que j'ai voulu faire, c'était Final Fantasy Crystal Chronicles, qui est un jeu qui est malheureusement passé assez inaperçu en Occident parce qu'il avait des contraintes techniques pour le multijoueur assez complexes à l'époque. Et du coup, j'ai essayé de faire ça, et comme tous les premières tentatives de jeu, elle n'est pas finie, elle ressemble à rien, et voilà. Mais du coup, j'ai ensuite tenté d'adapter Zelda, et pas juste un Zelda, mais tous les Zelda, avec quelque chose de beaucoup plus narratif et feel good que ce que j'ai trouvé sur le net, qui ressemblait plus à du Warhammer dans le monde en question, ou du DD dans le monde en question, mais qui me satisfaisait pas du tout. Mais Zelda sans Link, est-ce seulement possible ? Eh bien, je le pense, je le crois, notamment grâce à deux éléments qui me plaisent beaucoup dans des jeux vidéo, à savoir Hyrule Warriors, le jeu de combat de masse où on incarne tout plein d'autres héros cool que Link, mais dans des combats de masse, ce qui est quand même pas le truc représentatif de Zelda. Du coup, je me suis quand même inspiré de ça pour relier les différentes lignes temporelles et les différents lieux, parce que le scénario de ce jeu, qui est à moitié officiel, permettait de faire du lien mystique et divin entre toutes ces époques, et ça m'arrangeait bien pour faire des missions un peu partout. Et un autre élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est la résistance dans le jeu Twilight Princess, qui ressemble quand même sacrément à un groupe de 5 potes variés qui se rassemblent au fond d'une taverne avec des cartes, des pions, et qui décident de leur prochaine quête ensemble. Et voilà, ça m'a frappé d'un coup, tiens, un groupe de rôlistes directement canon dans l'univers. Qu'est-ce que je peux extrapoler à partir de ça? Et donc on joue principalement des gens qui ont de la bonne volonté, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'un Link, d'un héros de la légende, pour tout résoudre par eux-mêmes, solo. Est-ce qu'ils arrivent à articuler des phrases? Ils arrivent parfois à articuler des phrases, et ça aide beaucoup aussi à faire du jeu de groupe, ce qui n'est pas trop le cas de Link. Et d'ailleurs, c'est très mis en avant le fait que les gens qui ne sont pas des élus du destin, des dieux, etc., soient capables de faire des trucs merveilleux pour combattre le mal et ses incursions un peu plus fourbes que juste le gros méchant à la fin du donjon, en s'entraidant, en se donnant la main et en mettant leurs atouts et leur vécu en jeu. Tu as opté pour une mécanique un peu exotique, ou tu t'es basé sur quelque chose de générique et efficace au vu de ton objectif? Je me suis basé sur absolument rien que je connaissais, mais après j'ai découvert que ça ressemblait pas trop mal à Shan Renaissance, aussi fou que ça puisse paraître, avec en tout cas 3 approches qui correspondent en l'occurrence aux 3 valeurs de la Triforce, la force, la sagesse et le courage, qui sont les seules valeurs chiffrées présentes sur la fiche, qui représentent le nombre de dés qu'on lance, et les seuils de réussite sur les dés sont déterminés tout simplement par le nombre de traits descriptifs du personnage
qui rentre en compte, ce qui est sans doute une mécanique que j'ai piquée quelque part dans un jeu narratif ou l'autre, mais ce qui me permettait notamment de définir les catégories de traits en question pour que ça colle à Zelda. Il y a notamment une catégorie musique, ce qui est peut-être pas courant dans tous les univers, parce que c'est quelque chose de crucial et identitaire de cet univers-là. Dis-moi, où est-ce qu'on peut le trouver ce jeu ? Alors pour l'instant, les règles, en tout cas le premier draft de ces règles est assez confusément écrit comme des gros blocs moches sur un forum, genre forum actif, ce qui est assez ignoble, mais j'ai une page Facebook qui s'appelle TLOZ comme The Legend of Zelda Links of the Resistance, pour les liens de la résistance, c'est le titre du jeu, qui renvoie assez facilement vers ce forum-là, et bientôt une version un peu mieux mise en page. J'ai une amie qui va m'aider sur cette partie-là pour que ce soit plus digeste. Merci pour cette réponse. Dépêche-toi, auditeur. Et bonne convention. Merci, bonne fin de convention. Et toi, qui es-tu ? Donc moi je m'appelle Fabien, un rôliste de 42 ans, donc ce qui permet d'éviter d'avoir présenté tous les jeux que je connais, puisque j'ai démarré le jeu de rôle quand j'étais vraiment très jeune adolescent. Donc, à part peut-être les plus grands anciens, les premières éditions de jeux mythiques, j'ai à peu près tout vu passer. Quelle œuvre de fiction, tout média confondu, aimerais-tu devoir décliner en jeu de rôle ? Donc j'en ai choisi un qui me tient beaucoup à cœur, de par son concept, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins original qu'à l'époque où c'est sorti, et aussi de par son ambiance. Et alors je vais devoir dropper plusieurs noms, parce que c'est en fait un univers qui est composé de 3 séries de BD, qui s'appellent Arcane, Arcane Majeur et La Guerre Secrète. Donc ces 3 univers forment un tout cohérent, qui est issu donc d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Pécaud, et que peut-être certains se rappelleront d'avoir vu son nom traîner dans les pages de Casus Belli, vraiment dans les premiers moments, ou aussi en tant que traducteur de quelques jeux, et notamment de Donjons et Dragons. Et c'est un petit peu aussi l'hommage que je peux rendre à cet auteur, parce que il n'a jamais vraiment sorti de jeu de rôle en tant que tel, mais il a créé un univers qui serait fort à propos. Quelles sont les spécificités de cet univers ? Alors Arcane, en fait, ça s'est basé sur quelque chose d'assez particulier, puisque c'est du fantastique discret, qui pourrait même peut-être ne pas en être, puisque tout est basé sur la synchronicité. En fait, la synchronicité, c'est un principe qui a été finalement popularisé par Carl Jung. Le principe qui dit que quand 2 événements, on va dire, qui n'ont rien à voir et qui n'auraient aucune raison de se produire en même temps, se produisent quand même en même temps, c'est une synchronicité. Et donc c'est les gens qui peuvent la repérer doivent se dire que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est bien une volonté supérieure. Ou, en tout cas, une volonté qui vient peut-être d'eux de manière inconsciente. Le principe dans la BD de Arcane, c'est que ça peut être maîtrisé par des gens qui ont une sorte de médium, qui sont des lames de tarot. Mais il s'agit de tarot un peu particulier, qui peut être d'ailleurs trouvé sur le net, puisqu'il a été dessiné à l'époque, justement pour un peu permettre aux gens de visualiser de quoi il s'agissait. Je vais donner quelques exemples pour comprendre à quoi cela peut servir de manière opérationnelle, parce que l'intérêt de Arcane, c'est qu'on joue des hommes d'action. On joue des hommes en fait qui font partie d'une agence qui s'appelle Sandgate, et qui est une agence gouvernementale secrète, une sorte de CIA mais de l'occulte. Pourquoi ? Parce qu'elle abrite justement des médiums qui peuvent utiliser la synchronicité, et notamment qui possèdent des lames de tarot qui permettent ça. Parce que on est bien d'accord qu'il n'y a pas, c'est pas un tarot qu'on trouve à tous les coins de rue dans n'importe quelle boutique. Et en fait, ces agents, par exemple, peuvent utiliser la synchronicité pour faire tomber une personne qui poursuive dans une impasse, alors que peut-être qu'il n'y en avait pas juste avant. Ils peuvent affecter la probabilité ? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Je comprends en quoi ta proposition est exotique et du coup comment tu peux très difficilement prendre Cthulhu et adapter pour que ça tourne. Et donc tu rêves qu'un tel jeu existe. Bah figure-toi que moi je vais te but en blanc te dire qu'il existe peut-être déjà. Est-ce que tu as entendu parler de Eleusis chez John Doe ? Tout à fait. Eleusis où on joue des myrtes, si je me rappelle bien, qui sont effectivement capables d'influer sur cela. Pour ça, je parlais au début d'un jeu dont l'ambiance me plaisait beaucoup. Parce que l'intérêt de la narration de Pécaud dans Arcane,
c'est une narration où on ne dit pas tout, mais où tout est sous-jacent. Parce qu'en fait, les personnages, c'est-à-dire ce qui pourrait être finalement les joueurs, ont des pouvoirs, savent une partie des choses, mais il y a une énorme pan de la vraie vérité, en fait, du métaplot, on va dire, hein, pour parler en termes rôlistes, qui est au-dessus d'eux, qu'ils ne connaissent pas. Mais sauf que les gens qui les manipulent ou qui les contrôlent, parce que c'est leur supérieur ou parce que c'est des intrigants, vont leur instiller un petit peu de cette vérité sans jamais tout leur dire. Et souvent d'ailleurs en les prenant de haut en fait. Et donc ils vont dropper des choses et derrière les joueurs, eux, enfin les joueurs donc les protagonistes, s'ils étaient des joueurs, essayent d'en savoir plus au fur et à mesure pour pouvoir affronter ces choses-là. Autant dans Elysis, il y a un côté, on a un pouvoir, on le connaît, on connaît les tenants aboutissants de notre jeu et on joue. Autant là, on se retrouve avec en fait à jouer aux échecs, mais on va jouer les pions et on connaît pas les mouvements des autres. Tu prends Elysis et tu adaptes, ce n'est pas adapté, justement? Pour le coup, je connais le principe d'Elysis, mais je ne l'ai jamais joué, donc je ne sais pas au niveau mécanique s'il serait intéressant pour adapter Arcane. Imagine que tu es dans une dimension parallèle où ce jeu existe, Arcane, le jeu, inspiré de la trilogie, il est là. Si tu le feuillettes, qu'est-ce que tu espères trouver dedans? Qu'est-ce qui accroche ton regard dans le sommaire ou dans la fiche de perso? Justement, moi, ce qui me plairait, c'est que le jeu donc soit sur les mêmes composantes que la BD, c'est-à-dire qu'on a une partie action qui est un peu, on va dire, le côté opérationnel du jeu, mais aussi derrière un aspect très découverte, avec pourquoi pas des points de secret ou des choses comme ça à récupérer, pour pouvoir avoir des informations et découvrir réellement toute la trame de l'histoire. Donc là, on est clairement sur, pour moi, ce qu'il faudrait, ce serait d'avoir aussi un vrai jeu à secret. Un vrai jeu à secret dans le sens où... C'est pas pour autant que le secret aurait besoin d'être mécanisé, non? Je veux dire, il y a énormément de jeux à secret, toute la gamme White Wolf par exemple. Pour moi, mécaniser le secret, c'est en fait, ça permet de donner tout simplement un jeu dans le jeu, parce que les pièces d'un puzzle, elles peuvent être apportées par un scénario, mais dans les jeux à secret que j'ai pu jouer jusqu'à présent, c'était trop dépendant des scénarios. C'est-à-dire qu'il fallait faire le scénario pour avoir le secret. Alors que finalement, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. On peut tomber sur quelque chose qui peut être très gros dès le début, mais on ne le comprendra que quand on aura d'autres pièces du puzzle. Donc le fait de mécaniser, de pourquoi pas pouvoir donner, j'ai envie de dire, une certaine liberté aux joueurs pour choisir vers où ils vont, ça peut vraiment donner quelque chose de différent et même de supérieur en termes de gameplay. Le savoir considéré comme une ressource quantifiable avec un secret qui en vaut 2 autres ou 3 autres. Notre temps imparti est carrément épuisé. Ben oui. Donc nous avons eu une piste de réflexion sur ce que serait Arcane le jeu. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? J'ai envie de dire, vu que Peko en plus lui-même a travaillé dans le jeu de rôle et est un auteur, pourquoi il le fait pas lui, hein? Ce serait, en tout cas, s'il se lançait dans l'aventure ou s'il voulait que des gens s'y lancent et qu'il est guidé pour ça, moi je dirais que ça ne pourrait que marcher. Il faudra que tu essaies de retrouver son 06. Ouais, j'espère qu'il écoute 2D6 plus cool, comme ça. Évidemment, alors. Bah oui. Merci pour ce témoignage, Fabien. À la prochaine. Allez, au revoir. Qui es-tu, toi? Moi, c'est Mas. Un joueur de jeu de rôle. Lambda. Quelle est ta réponse? On va partir sur de l'horreur. Il y a une série en Italie, en fait il y a des comics en Italie, parce que les Italiens font des comics, qui s'appelle Dylan Dog, donc c'est sorti aussi un peu en français, mais tous les mois il y a un volume qui sort tous les mois en Italie, et ça s'appelle Les Cabinets de l'étrange, et c'est un investigateur qui s'appelle Dylan Dog, qui habite à Londres, qui va faire des enquêtes où il y aura du surnaturel et je pense que c'est une œuvre qui peut être très très intéressante à mettre en jeu de rôle. D'ailleurs j'avais essayé un peu mais j'avais pas trop réussi. Donc c'est une œuvre où chaque épisode peut être un scénario, c'est ça qui est intéressant. Et il y a des dizaines d'épisodes. Ça va chercher dans tout ce qui est surnaturel et fantastique, comme Cthulhu, mais ça va comme... les vampires, les zombies, on va avoir tout ce qui fait la culture geek avec tout ce qui est dans le fantastique et surnaturel. Et je pense que c'est une grosse œuvre avec des plus et des moins. Les dessins c'est en noir et blanc le plus souvent et c'est pas exceptionnel, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Les Channel Fear de Ino, les Channel Fear de Ino. Ça pourrait très bien partir sur sur chaque volume un scénario
qui pourrait se décliner en quelques heures, quoi, en une séance, quoi. Donc ça pourrait être très intéressant. Peut-être jouer en freeform, sans règle. En fait, il est très facile de lui donner naissance à ce jeu. Qu'est-ce qui t'empêche de recycler le corpus Mechanica de Ino ou Resident Files façon Fate ou Monster of the Week? Mais tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'avais fait une partie. J'avais pris le premier tome et j'avais fait une partie avec des inconnus. Voilà. Mais après, je pense que je ne suis pas assez bon maître du jeu pour improviser comme ça. Mais je pense que ça pourrait être. Non, tout à fait. Je pense que ça pourrait être une chose qu'on pourrait faire, monter des parties sur ces scénarios-là. Je vais peut-être recommencer, tiens, ça me donne peut-être envie de le refaire. Voilà, Dylan Dog. Ok. Série italienne. Sérieusement, le style Dylan Dog, est-ce que c'est totalement indissociable de son héros? C'est ça un peu la difficulté, en fait. C'est parce que Dylan Dog, donc en fait ils sont deux. Il y a Dylan Dog, c'est la caution sérieuse du livre. Donc c'est un mec cool, un peu à la Arsène Lupin. Je sais pas si vous voyez, si on voit les dessins animés. Et il a un comique qui s'appelle, qui ressemble à Groucho Marx, un des comiques américains, qui est là et qui met du surréalisme en fait, parce que lui il comprend rien, il dit n'importe quoi, c'est quelqu'un qui fait des blagues mais qui n'ont rien à voir, et ça marche très bien. En fait c'était pour mettre, je pense, une touche d'humour dans un truc un peu glauque, et ça marche très bien. Et effectivement c'est peut-être la difficulté que pourraient avoir les gens, c'est que l'importance du héros dans les bouquins est assez grande, et ça pourrait être problématique, mais voilà, il faudrait juste faire des petites équipes de 3 investigateurs avec chacun son rôle, peut-être plutôt comique pour certains et plutôt sérieux pour d'autres, et ça pourrait marcher, je pense. Le véritable défi, c'est le ton. Voilà, la mécanique, à la limite, elle est anecdotique, surtout quand je sais à qui je parle. Tu sais très bien que la mécanique, j'en ai rien à battre. Ah, tout à fait, le ton. Essayer de trouver un ton entre l'humour et le fantastique sombre. D'accord. Et c'est en fait, au final, je vais finir, c'est souvent ce que font les gens, d'ailleurs, quand ils jouent. Parce que tout le monde aime bien rigoler un peu, mais on aime bien aussi se plonger un peu dans la noirceur et compagnie. Et en fait, quand on fait une partie de Cthulhu, on a toujours un peu ces deux... Ça dépend du contrat à la table. Ouais, mais n'importe quel coup, on a toujours des moments où on va rigoler. Je n'ai jamais joué à une table où on n'a pas rigolé une fois. Il faut. En même temps, on s'amuse. Tout à fait. Donc voilà. Et donc je pense que Dylan Dog serait pas mal pour justement tu sais que cette phrase-là, tu l'as répétée 5 fois, donc la question est laquelle vais-je garder? Et voilà, tu garderas celle que tu veux, c'est la mieux. Merci le mas. Bon, c'est qu'on joue parce que c'est sympa, tes petits trucs de 5 minutes. Tu peux enlever le recording day. Ouais. Mais qui es-tu, toi? Bonjour, je m'appelle J.C.No, je suis rôliste, ma foi. On va se contenter de ça. Donc, tu connais la chanson? J'ai pensé l'autre jour à JoJo's Bizarre Adventure, un manga et une série animée de Hirohiko Araki. Oh my god! Une atmosphère et un déroulement on ne peut plus unique. Qu'est-ce que tu espérais retrouver sur table? Eh bien, contrairement à beaucoup de shonen, c'est-à-dire de manga où on se tatane, JoJo's Bizarre Adventure est un peu unique, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de jeu qui reproduit cette atmosphère-là. Quelque chose qui serait de l'ordre de, attention, je vais dire un mot incompréhensible, de l'unheimlich, ou de l'inquiétante étrangeté en français. C'est-à-dire quelque chose où on a un quotidien lambda, et tout d'un coup, on bascule dans l'étrange et dans l'inquiétant, et dans le bizarre, pour reprendre le titre. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il y a un danger qui pointe, et il faut essayer de le contrer. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé en jeu de rôle sur table, ou que ce soit, et j'aimerais beaucoup reproduire ça. Tu n'as pas la moindre piste? J'ai entendu parler de jeux qui jouent sur l'étrange et sur ce sentiment-là, comme des jeux dont j'ai oublié le nom, mais qui reprennent un petit peu la vieille série Le Prisonnier. Donc j'ai oublié ce nom, mais c'est un jeu célèbre. Et donc il y a des jeux qui jouent sur l'étrange, je crois, mais soit je n'ai pas joué, soit je ne les connais pas assez bien pour savoir si ça se serait adapté à cette ambiance-là. J'ai voulu demander à Internet s'il avait la réponse, et je vois qu'il existe une version GURPS du Prisonnier, quoi. C'est dingue.
Mais je pense pas que GURPS serait mon... Non, c'est le revival d'un jeu qui était très célèbre dans les années 90, mais non, j'ai complètement oublié le nom, sur un peu pareil, sur une île complètement zarbe, avec plein de théories du complot. Il y a Edge dedans. Over the Edge. Over the Edge, voilà. Je crois qu'il y a peut-être des pistes dedans, mais je n'y ai pas joué et je n'ai pas lu, donc c'est vraiment très Je me rappelle plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai feuilleté. Il y a effectivement une dimension un petit peu foutraque, mais je suis pas sûr que ce soit le genre de Jojo. Non, c'est sûr. Outre Jojo, c'est-à-dire outre les combats entre des espèces de manifestations de la personnalité des combattants qui se tatanent avec des super pouvoirs. Entre autres, ce que j'aimerais vraiment produire, c'est cette impression où on a une énigme dans un décor qui paraît complètement réaliste. On a une énigme étrange, surréaliste, qui se dessine petit à petit, et il faut la contrer en observant, en allant dans l'infiniment petit, les détails de la scène. Et ça, c'est vraiment très rare en jeu de rôle, je trouve. Et ce jeu reposerait intégralement sur son scénario du moment. C'est pas le genre de truc que t'improvises comme ça sur le pouce avec une table aléatoire. C'est quand même... C'est vrai que ce qui fait vraiment le sel de Jojo, c'est l'énigme très détaillée de comment est-ce qu'on va réussir à contrer cet opposant qui nous attend et qui est en embuscade et qui va essayer de nous piéger. Donc oui, effectivement, je sais pas si en sur le pouce PBTA ou tout ce qui repose sur l'imagination improvisée, je sais pas si ça collerait. Ouais. Si tu avais un stand qui, dont la capacité serait d'un revers de la main de générer un ouvrage qui n'a jamais existé, et donc en Jojo le JDR, qu'est-ce que tu espères trouver dedans, dans le chapitrage, dans les feuilles de perso? C'est une excellente question. Eh bien, il y a plusieurs trucs qui me viennent en tête, mais ça va être des comparaisons parce que je ne pourrais pas improviser ça maintenant, mais comme eh bien, le jeu de rôle Happy Together de Gaël Sacré, qui justement explore une scène, somme toute anodine, comme des gens autour d'une table de café, en l'explorant avec les 5 sens, en allant vraiment dans l'infiniment petit des détails. Ça, je trouve que ça collerait très très bien à Jojo, ça, une exploration par les 5 sens, ou une exploration très fine d'une scène apparemment banale. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être sympa? Il y a un jeu en préparation qui n'est pas sorti encore, donc je ne vais pas révéler trop le titre ni l'auteur, ni l'autrice en l'occurrence, mais qui se développe par cases cachées, où il y aura des capacités qui se découvrent, que le joueur découvre lui-même au fil du jeu, et qui ne sont pas encore en sa possession en méta ou dans la fiction. Et ça, j'aimerais bien voir ça aussi dans Jojo, c'est-à-dire de découvrir ses capacités de manière surprenante au fil du temps. C'est vrai que c'est assez récurrent de temps à autre, qu'il y a des personnages qui découvrent leur capacité au moment de la fiction. Ouais. Oui, voilà, c'est dans un moment un petit peu critique, quoi. C'est marrant. J'imagine aussi, je sais pas, une certaine filiation OSR dans le jeu des questions-réponses, où le personnage tente un truc, comme, je ne sais pas moi... Comme cet exemple où tu as Magician Red, Mohamed Advoul, qui s'amuse comme ça à lancer ses colis-fichets dans le sable pour simuler la démarche, la marche de quelqu'un et savoir où se trouve effectivement son ennemi qui, lui, peut être à des milles de distance et juste avec sa canne fichée dans le sable, entendre justement les vibrations et attaquer comme ça en aveugle. Tout à fait. Merci de me le rappeler parce que quand j'y ai pensé l'autre jour, c'est exactement ce que je me suis dit en priorité, c'est l'OSR effectivement. C'est-à-dire avoir un inventaire, quelque chose soit d'objet, soit en l'occurrence de pouvoir, et l'utiliser un peu en aveugle pour voir ce qui se passe, quoi. Donc effectivement, l'affiliation serait vraiment très 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 directe. Ouais. Et si le joueur est à côté de la plaque, soudain on lui demande un jet de protection et là son visage se révulse. Oh my god. Voilà quoi. No. Exactement. Ce serait vraiment cool. Moi, je me rappelle avoir vu un Laser and Feelings Jojo, mais bon, voilà quoi. Ça, c'est une mécanique de résolution comme une autre. Il faut quand même se creuser le crâne derrière pour que ça tienne la route, quoi. J'avais aussi pensé à Shinobigami, qui est quand même assez farfelu lui aussi dans son domaine au niveau des capacités, etc. Mais bon, toujours, il faut une problématique derrière, un truc en béton armé, quoi. Et malheureusement, encore un jeu que je n'ai pas lu, mais du coup qui m'intéresse. Il finira par passer sur le grill, là. Trop de choses en cuisine. Il faudrait peut-être qu'on s'amuse à lire les bouquins qui s'amusent à tenter de créer quelque chose d'assez touffu en partant de rien, voir si ça peut inspirer une méthode de rédaction, une piste de réflexion. Je pense à Noirlandia, par exemple, qui te permet de créer un mystère dans cette trempe. Mais oui, effectivement. Mais je viens de penser à un truc, parce que j'y pense plus, parce que c'est devenu une blague dans le JDR Indie, c'est tu prends une Florenza et tu adaptes, mais j'avoue que un système où la pensée se développe au point où ça devient une arme et où tu peux donner libre cours à tes pulsions via une manifestation de ton esprit qui pourrait d'ailleurs ressembler à un Horla,
je pense que ça pourrait vachement coller avec Influenza, donc j'ai envie de dire prenons Influenza et adaptons. Oh la vache, t'as réussi à le placer. Merci pour ce témoignage. Merci, je t'en prie. C'est un excellent mot de la fin, celui-là. Prends Influenza et tu adaptes.こいつのスタンドは時間でも止められたみたいに速すぎる。おらハグAinsi s'achève ce 7e podcast Frankenstein. Restez à l'affût pour ses prochaines itérations. Si vous voulez montrer votre soutien à l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter et plus si affinité. À bientôt sur nos ondes.